Sud Radio, la France dans tous ses états, Perico Légas, Maud Koffler. Comment trouver intelligemment et non idéologiquement des fonds pour renflouer les caisses de l'État ? Sincèrement, reste-t-il de l'argent à récupérer quelque part ou est-on à l'os ? On va en discuter avec l'économiste Marc Toiti qui va nous dire quelles sont les bonnes solutions et non pas les électoralismes qui s'emparent de la question du budget qui est très importante. Décalage et suspension sont les deux mamelles de la Macronie. On va voir cette petite... il y a eu un petit comme un décalage justement verbal entre le président de la République et le président de la République. On va voir lequel fait quoi. Est-ce que c'est Matignon ou est-ce que c'est l'Élysée qui aura le dernier mot? Nous avons entendu un prisonnier proférer des menaces dans la prison de la Santé contre le président de la République en disant qu'il va manger Kadhafi. On va comprendre pourquoi. Un agriculteur condamné parce que il a donné à manger un peu trop tôt. Il a donné à manger au champ du coq à ses animaux. Alors les voisins se sont plaints. Et puis alors une question cruciale, est-ce que le saucisson Beaujolais, est-ce que le pâté croûte et le coude rouge de midi sont devenus néofascistes ou à ce point dangereux qu'on doive annuler un banquet? Et puis à 13h, Éric Nolot, qui est un écrivain polémiste que l'on connaît bien, vient de publier un livre sur Jean-Luc Mélenchon, La République c'est lui, et nous verrons avec Éric Nolot si pourquoi la gauche est devenue toxique, est-ce qu'elle est devenue très toxique, est-ce qu'il y a une chute, et nous aborderons, je vais vous dire, des sujets qui fâchent, on ira sur des terrains sensibles, avec des terrains glissants, et comme c'est Éric Nolot, nous ne glisserons pas, il n'y aura pas d'erreur, mais on mettra les points sur les i, sur ce que la gauche et la droite d'ailleurs, la vie politique française, sur ce qu'elle est devenue. Voilà le menu d'aujourd'hui. Sud Radio, la France dans tous ses états, l'humeur de Perico. Bonjour Marc Toiti. Bonjour Perico, bonjour à toutes et à tous. Bon, on en soupe là du budget. Votre humeur peut-être, mais Perico, mon humeur, avant. Mais excusez-moi. Oui, mais vous avez hâte. Quand Marc Toiti est rentré dans le bureau, voilà. Eh bien, nous avons un cafouillage présidentiel au sommet de l'État. Décalage et suspension sont les deux mamelles de la Macronie. Nous avons un président de la République qui est en Slovénie, qui représente la France à l'étranger, et qui sans doute contacté par des amis qui lui ont dit, tu sais, la réforme des retraites, la suspension, ça passe très très mal dans l'opinion et surtout dans le monde économique. Est-ce que tu penses pas que tu pourrais revenir un petit peu dessus? Je pense que le président de la République entend ses amis lui dire que ça c'est une concession qu'on peut pas faire puisque c'est la réforme de son quinquennat, et il dit finalement ce n'est qu'un décalage. Décalage, ça veut dire que on arrête 2 minutes, mais on la gèle, mais on la reprendra telle qu'elle est à une certaine date. Et là évidemment, j'allais dire toute la négociation, la conciliation que Sébastien Lecornu a pu obtenir avec la gauche pour éviter la motion de censure et voter le budget tombe à l'eau, et le Premier ministre est obligé en pleine séance de l'Assemblée nationale de rassurer. On voit bien, il rassure. Il y a Boris Vallaud qui est là, qui écoute, mais qu'est-ce qui se passe? Et qui dit non, on s'en tient, il y aura bien une suspension, et cette retraite, autrement dit, nous allons la repenser et la revoter complètement. Donc c'est la première fois que l'on voit un Premier ministre dans la Ve République recadrer un président de la République. Faute de goût du président de la République, on ne s'exprime pas sur des questions intérieures, surtout si elles sont sujettes à polémique depuis l'étranger. Et finalement, on a compris, grâce à ce cafouillage, que l'article 20 de la Constitution, qui dit que le gouvernement détermine et conduit la politique de la nation, est strictement appliqué par Sébastien Lecornu. Il a bien la carte blanche, et cette négociation sur la réforme de retraite, cette remise en cause sera bien menée à terme, tel que convenu avec le Parti Socialiste, et pas selon les humeurs du président de la République. C'est quand même, une fois de plus, j'allais dire, après les bijoux du Louvre, encore une mauvaise image de la France. Il serait temps que ces gens-là apprennent à se comporter de façon plus correcte. Allez, restez bien avec nous. Marc Toiti est avec nous, économiste et conseiller eToro, chaîne YouTube Marc Toiti TV, c'est ça? Tout à fait, qui a presque 260. Midi 14h, Sud Radio, la France dans tous ses états, le fait du jour. Plus de 3 400 milliards d'euros, c'est le montant record atteint par la dette française fin juin. Alors je sais que les chiffres sont indigestes, donc je vais faire simple. La France se place aujourd'hui à la 3e place des plus mauvais élèves de l'Union européenne, après la Grèce et l'Italie. Mais elle détient aussi le record du pire taux de déficit public d'Europe à 5,4%. Et c'est dans ce contexte que l'Assemblée nationale a débuté l'examen du budget 2026 lundi. Comment sortir de cette crise? Peut-on éviter la faillite? On en parle aujourd'hui avec l'économiste et conseiller eToro Marc Toiti. Bonjour. Bonjour Maud, bonjour Perico, bonjour
Bonjour à toutes et à Marc-Tati. tous. Voilà, c'est important que vous soyez là aujourd'hui pour décrypter, parce Avec qu'on plaisir. entend beaucoup d'économistes et d'hommes politiques concernés par le sujet, j'allais dire, déblatérer ou faire des considérations. Nous, on a besoin d'avoir des informations claires, avoir des repères économiques. D'abord, je vais vous poser une question basique. Il me semble avoir lu dans certains ouvrages que cette dette colossale est physiquement irremboursable, qu'elle ne sera en réalité, et les marchés le savent déjà, jamais remboursée. Par contre, il y a les intérêts de la dette. Voilà. Il faut la réduire au maximum parce que les intérêts commencent à devenir aussi lourds presque que le remboursement du capital. On se base sur la date à partir de laquelle la France travaille vraiment pour elle. Il y en a qui vous disent c'est juin, c'est juillet, donc genre jusqu'au 30 juillet, on ne travaille que pour rembourser les intérêts de la dette. Voilà, et exactement. on commence à travailler pour nous. Est-ce que, Marc Toiti, il reste quelque part dans les caisses de l'État français et même dans le Trésor national un endroit où on pourrait ponctionner quelque chose pour établir l'économie, ou est-ce qu'on est à l'os? Alors non, le vrai enjeu aujourd'hui, c'est que effectivement cette dette, elle est ce qu'on appelle, elle n'est plus soutenable. C'est-à-dire que juste pour rembourser effectivement les intérêts de la dette, il faut encore s'endetter. Donc c'est ce qu'on appelle la bulle de la dette. Donc ça s'alimente, ça s'auto-alimente entre guillemets. Donc c'est la boule de neige. Ça n'est pas viable. Et alors le drame, ce que disait Maud tout à l'heure, c'est qu'effectivement hier on a eu les chiffres donc de l'Eurostat, et la France est le pays de la zone euro où il y a le plus fort déficit public. On est à 5,4% du PIB, c'est-à-dire que tous les pays réduisent leur déficit. L'Italie est à 2% par exemple, vous voyez, ou alors il y a des excédents à Chypre, en Grèce, etc. Et nous, on est le seul à continuer de déraper. Donc ça qui ne colle plus. On est vraiment parmi les derniers. Donc donc les cancres, le plus fort taux de prélèvement de et parallèlement de ce à cela, fait. alors voilà, et parallèlement, c'est ça qui est dramatique, c'est que en plus de cela, nous sommes numéro 1 du monde du poids des prélèvements obligatoires, ce qu'on appelle effectivement les impôts et les taxes. Il n'y a pas un pays au monde qui fait pire que nous, j'ai envie de dire. Et que voit-on à l'Assemblée nationale sur le budget 2026? C'est le concours Lépine de qui va trouver le meilleur impôt, le nouvel impôt. Enfin, attendez, mais c'est un véritable scandale. Dans un pays, si vous voulez, où il y a autant d'impôts, encore une fois numéro 1 du monde, on ne peut pas continuer d'augmenter les impôts. Ça n'a aucun sens. D'ailleurs, c'est ce qu'on apprend aux étudiants en économie en première année, si vous voulez. J'ai été prof à la fac, je peux vous le dire. C'est qu'effectivement, quand vous avez surtout en France un poids des impôts énorme, que vous augmentez encore les impôts, qu'est-ce qui va se passer? Vous allez casser l'activité économique, donc vous allez réduire ce qu'on appelle l'assiette fiscale, donc on va ponctionner plus, mais sur un gâteau plus petit. Donc à la fin, il y aura encore moins de recettes fiscales, donc plus de déficit. Donc c'est bien ça l'enjeu. Non, il ne faut surtout pas augmenter les impôts pour personne, j'ai envie de dire. Moi, j'irais même plus loin, parce que dans ce que je propose, que j'appelle la thérapie de choc bienveillante, je demande une baisse des impôts. Il faut baisser les impôts. Ça s'appelle le tonneau des Danaïdes, quoi. Voilà, exactement. Plus on remplit, plus ça se vide. Mais surtout, ça ne fonctionne pas. Et encore une fois, tous les pays dans le monde ont compris, sauf nous. Donc le drame, il est où? C'est que, eh bien, il faut réduire les dépenses publiques. C'est là où il y a quelque chose à faire. Marc Toiti, je vais vous poser des questions très basiques. Oui. Qui a inventé la dette? Je pense qu'au début, quand les États se sont constitués, il y avait un trésor royal, un trésor national, la Banque de France. Je me souviens un jour Marcel Dassault expliquant dans son journal, tu ne dois pas, il disait à son petit-fils Olivier, tu ne dois pas dépenser plus que tu ne gagnes. Voilà. Oui, c'est bien. Qui a inventé la dette? Non mais la dette, tout le monde en fait. Non, mais qui l'a inventé au départ? Qui a dit un jour? Tout simplement, je vais vous dire, c'est très simple. La dette, c'est le cumul des déficits. Ça veut dire que quand vous avez effectivement, comme vous l'avez bien dit, plus de dépenses que de recettes, voilà. Ça veut dire que vous avez un déficit. Donc il faut bien le financer. Ce déficit. Donc il faut trouver effectivement des créanciers, des personnes qui ont de l'argent, qui vont vous prêter de l'argent. Donc on emprunte sur les marchés. Et alors, notamment, mais pas seulement. C'est que effectivement, à la base, c'était par exemple ce qu'ont fait les Allemands, mais ce qu'ont fait aussi les Français, c'est ce qu'on appelle, et ce qu'on a fait pendant le Covid, ce qu'on appelle la planche à billets. C'était la fameuse phrase de Macron, voilà, l'argent tombe du ciel. Quand on avait sa propre monnaie. Voilà. Mais même avec l'euro, c'est ce qui s'est produit aussi. C'est-à-dire que ce qui s'est passé, c'est que comme on avait une dette énorme et que là, évidemment, personne ne voulait nous prêter, on a dit, c'est pas grave, c'est la Banque Centrale Européenne qui va acheter notre dette, ce qu'on appelle la planche à billets. La planche à billets. Oui, c'est plus de l'argent, mais c'est de l'achat de dette. L'argent magique. Sauf que cette dette, elle est toujours là. Moi, j'ai été. Alors, c'est vrai qu'effectivement, en mars 2020, on croyait que c'était la fin du monde. Donc, bon, pourquoi pas. Mais après, en 2021, quand on a vu que c'était pas la fin du monde, moi, j'étais parmi les rares à dire, notamment à Bercy, auprès de Bruno Le Maire et tous ses conseillers, je leur dis, il faut arrêter d'augmenter cette dette publique. Qu'est-ce qu'ils m'ont répondu? Tous les hauts fonctionnaires ou les économistes, voilà, bien pensants, etc. Même, il y a même maintenant des prix Nobel, vous ce que je veux dire. Donc, ils nous disaient, non, mais la dette, on s'en fiche. C'est pas grave, on va la faire rouler et on va la faire financer par la Banque Centrale Européenne. Les taux d'intérêt n'augmenteront jamais. Voilà ce qu'ils me disaient à l'époque. Un manque de discernement incroyable, alors que, encore une fois, c'est du bon sens. Et c'était des experts. Non, mais c'est ça le drame de la France, c'est que les experts, malheureusement, trop souvent sont dogmatiques. Jean-Pierre Levade. Ils obéissent à leur dogme. Jean-Pierre Levade donnait une formule l'autre jour sur une chaîne amie, j'allais dire, une définition de la dette. Le modèle social a fait
qu'on a emprunté à l'extérieur de la France des richesses que nous ne produisions plus. Tout à fait. Pour payer le modèle social qui devient un gouffre. Et comme on n'avait plus les fonds sur place, eh ben on est allé les chercher ailleurs. Exactement. Lui disait malgré tout que c'était quand même la gauche à partir de 80 et 83. Ah, bien sûr. Mitterrand a dit, il y a quoi? Ça s'appelle quoi? Les marchés. C'est sûr on peut aller dans le mur avec la carte de crédit tirée. Mais allons-y. Alors c'est sûr et puis les générations futures paieront. Effectivement, jusqu'en 81 à peu près, bon, il y avait la dette commençait, mais à l'époque c'était seulement 20%. On rappelle le dernier budget à l'équilibre. 1974. Vous voyez, donc, voilà. Et Raymond Barre rend les caisses à peu près. Il y a de l'inflation, mais c'est à peu près. Globalement, si vous voulez, c'est vrai que ça a commencé avec donc le premier, le second choc pétrolier. Puis après, quand est arrivé Mitterrand et Attali, etc., des gens voilà qui ont fait monter Macron également, hein, surtout pour Attali, pas pour Mitterrand, oui, parce qu'il était il a retenu la leçon. Évidemment, ils ont dit non, mais on va ouvrir la boîte de Pandore. À l'époque, la dette publique c'était seulement 20% de notre PIB, de notre richesse. Maintenant, évidemment, on est quasiment à 120%. Et tous les présidents ensuite, malheureusement, on continue. C'est open bar, si je comprends bien. Il y a aucun président en France, aucun gouvernement en France depuis, je dirais, les années 80, qui a osé baisser les dépenses publiques. Tous les ans, on augmente les dépenses publiques et donc parallèlement, on augmente cette dette publique. Mais elles peuvent être très bonnes, ces dépenses publiques. Elles peuvent être productrices, constructrices, génératrices de richesses et d'emplois. Exactement. Mais c'est pas le cas. Eh bien voilà. C'est-à-dire que la dette en elle-même, c'est pas un problème. On s'endette tous. Par exemple, une entreprise s'endette pour investir, un ménage s'endette pour acheter son bien immobilier, etc. Donc c'est normal. Même l'État, c'est normal, mais il y a une condition. Il faut que cette dette soit soutenable. Ça veut dire qu'elle produise au moins assez de revenus pour rembourser les intérêts de la dette. C'est logique, vous voyez. C'est ce qu'on demande à tout le monde. Ce n'est plus le cas. C'est plus le cas depuis 2007 en France. Depuis 2007. Vous vous rendez compte, chaque année, juste pour payer les intérêts de la dette, on doit encore s'endetter. Vous voyez, l'année prochaine, les intérêts de la dette... Un hasard que ce soit Sarkozy où il a contribué un petit peu. Ça commençait déjà à aller mal. Il a hérité la situation de Chirac, évidemment. Évidemment, il a hérité, puis après, ça a continué. Il y a eu effectivement la crise des subprimes, et là, ça s'est aggravé malheureusement. Mais surtout, le drame, c'est depuis effectivement 2017 et surtout depuis 2020 où là on n'arrête pas. Et alors encore plus dramatique, à partir de 2022-2023, tous les pays ont commencé à réduire leur dette publique. Nous, on est les seuls à continuer de l'augmenter et surtout sans croissance. C'est ça le problème. Quand vous voyez l'augmentation de la dette publique française depuis les années 2020, ça fait à peu près, pour arrondir, 1000 milliards d'euros. C'était une somme énorme. Vous voyez, juste sur quelques années, sur moins de 5 ans. Déjà en France, c'était très lourd. Alors en euros, je vous raconte pas. Alors voilà. Et alors, parallèlement, sur la même période, le PIB français n'a augmenté que d'environ 500 milliards. Vous voyez, 550. Ouais. C'est horrible. Il y a à peu près 500 milliards d'euros qui ont disparu, qui n'ont pas été dans le circuit économique. C'est ça qui est très grave aujourd'hui. C'est ça qui nous coûte très cher. Parce que si je m'endette et que ça fait de la croissance, au diable l'avarice. Mais ce n'est pas le cas. Donc il faut repenser complètement notre modèle. Mais malheureusement, il n'y a aucun courage. Bon, docteur Toiti, la France est malade. Je vous soumets le patient, qui sont les finances de la République, les comptes de l'État. Je vais pas vous poser la question bête. Si demain l'exécutif vous confie avec la fameuse carte blanche, quelle est la première mesure médicale que vous prendriez, ou les premières mesures, ou en tout cas quel est le protocole que vous commenceriez à mettre en place? Il n'y a pas de solution miracle à la minute. Quelle est la façon de repenser l'économie que vous mettriez tout de suite en place pour qu'on puisse y voir clair? C'est très simple, ce que j'appelle donc cette thérapie de choc bienveillante. Pour ceux qui veulent plus de détails, il y a ma chaîne YouTube bien sûr, mais globalement, d'abord je baisse mes impôts. Je baisse les impôts, on est numéro 1 du monde des impôts, il faut baisser les impôts pour tous, les entreprises, les ménages. On redonne de l'espoir. On redonne une visibilité. Moi, je suis stupéfait de voir, je me balade beaucoup en France, faire mes conférences, ou même, voilà, quand on prend un taxi, etc. Le nombre de personnes qui sont... Je suis d'accord avec Charles Melser, 96 ans, qui dit qu'il faut baisser les impôts tout de suite. C'est évident, mais surtout, les Français n'en peuvent plus. Ils n'ont plus d'horizon. Ils n'ont plus, je dirais, de chemin. Donc, évidemment, ils sont complètement on va le dire clairement, il faut améliorer le pouvoir. Il faut relancer la consommation par un pouvoir d'achat. Alors, surtout, baisser les impôts pour les entreprises et les ménages. Vous allez créer des emplois, vous allez faire de la croissance, créer des emplois. On baisse également les charges qui pèsent sur les salaires, donc ça augmente les salaires nets. Mais dans le même temps, c'est là que ça passe pas, il faut bien sûr baisser les dépenses publiques. Évidemment. Oui. Alors je vais vous donner. Alors bien sûr, il y a des améliorations sur les dépenses sociales. Est-ce qu'on peut faire des vraies économies? Et bien sûr. Je vais vous donner un chiffre très simple. Regardez. Depuis 2021, qu'est-ce qui a le plus augmenté dans les dépenses publiques en France? Les dépenses de fonctionnement. Fonctionnement. Les salaires, les frais de bouche, etc., les frais de conseil, etc. 22,5% de hausse. Quasiment 100 milliards d'euros d'augmentation depuis 2021. C'est un scandale. Vous comprenez? Donc, il faut commencer par le commencement. Il faut réduire ces dépenses de fonctionnement. Regardez ce qu'on appelle les ODAC. Vous savez, les ODAC, c'est organismes divers
d'administration centrale. Ça dépend donc de Ça me fait l'État. penser à l'hôpital, où il y a plus de gestionnaires que de médecins. C'est exactement ça. C'est le symptôme. Eh bien, exactement. Il y a 700 ODAC en France. Tenez-vous bien, ça nous coûte chaque année 150 milliards d'euros. Alors je dis pas qu'on va tous les supprimer, il faut en garder bien entendu, mais on peut réduire effectivement cette gabegie, et là on récupère, je dirais effectivement des dépenses publiques en moins, et donc on peut même baisser les impôts. C'est comme dans l'économie. Et relancer la Il y machine. a trop de services. On a fait le choix du service dans les années 80. Refaisons de la production, Mais de non, la non, création, de l'industrialisation. Ça, si vous voulez. C'est envisageable ou non? Parce Bien qu'on sûr, dit, mais ça, c'est vrai que ça serait la solution. Ah bien, Ça crée des évidemment, emplois, non, des mais il faut richesses. juste Voilà. avoir Est-ce une- que la France aujourd'hui, dans la globalisation et dans le magma européen, peut reprendre une initiative pour recréer des richesses internes? Évidemment, il faut en juste- bonne intelligence avec les 27 autres. Bah, hein. évidemment, il faut simplement avoir une vraie volonté politique. C'est ce qu'ont fait les Italiens, par exemple. Vous voyez, les Italiens, c'est ce qu'on fait globalement, même s'ils ont des difficultés, les Allemands. Mais on voit bien que ce qui se passe aujourd'hui en France sur l'industrie, cette erreur stratégique. Quand on va en disait Italie, on voit des usines partout. Ben, c'est ce que je vous dis, c'est que globalement, mais moi ça m'amuse quand on voit le gouvernement, le précédent, celui d'avant, il y en a beaucoup, c'est vrai, ces dernières années, qui nous disent, ou le président, qui nous disent, oui, on va réindustrialiser. Ben oui, c'est une bonne idée, mais comment faire? On augmente les impôts. Si on augmente les impôts, c'est pas comme ça qu'on va réindustrialiser. Ça n'a pas de sens. On voit les formations ne sont pas adéquates. Dans l'industrie aujourd'hui, il y a pas effectivement la main d'œuvre adéquate par rapport à ce que veulent les chefs d'entreprise. Donc on n'arrête pas de casser nos entreprises, de dire voilà, on va créer des taxes pour empêcher la réussite finalement. Oui, Ça n'a Marc pas de Toiti, sens. mais il y a une obsession politique. Le pouvoir d'achat, il faut que les gens à revenus modestes puissent se payer tout ce qu'ils veulent. Mais- Donc on importe Alors de voilà, c'est ça le pays drame. des activités économiques qui ruinent les nôtres, et on importe. Alors on enrichit l'importateur et le distributeur, mais on ne recrée pas un Mais réseau surtout, de le gros richesses problème, c'est que industrielles. comme on a désindustrialisé la France de façon volontaire, hein, rappelez-vous, dans les années Volontaire. 80-90, Le textile, il y là, avait des dirigeants la- français qui disaient il faut une économie française sans usine. Vous vous souvenez? C'est ça, un drame. le Et ça- service. voilà, et Et ça c'est- continue c'est la gauche aujourd'hui. qui disait ça aussi, vous Mais vous ça souvenez. continue après, malheureusement, ça qui est dramatique. le monde l'a dit. Tout le monde l'a dit. Et on n'a pas inversé la vapeur. On commence maintenant, mais évidemment, c'est très tard. Puis surtout, il faut se donner les moyens de le faire. Donc c'est encore possible. Le problème, c'est qu'il n'y a aucune volonté politique. Il c'est même pas du courage. Simplement une volonté aujourd'hui de baisser ses dépenses publiques, de baisser les impôts, de relancer effectivement la machine. Et là, on en est très très loin. Donc moi, c'est ça qui aujourd'hui m'inquiète, c'est qu'on n'a pas d'horizon. Hein, et le chômage est en train d'augmenter. Rendez-vous compte qu'aujourd'hui, en France, on atteint des sommets historiques de défaillance d'entreprises, de faillite d'entreprises. On n'a jamais vu ça. Même si on enlève les micro-entreprises où il y a eu beaucoup de créations, etc., on est sur 16% Je au-dessus. suis implanté en Indre-et-Loire et hier j'ai vu la 2009. chambre de commerce. 56 sociétés viennent de fermer leurs portes. Dans un Ah non, mais pays. ça n'arrête pas. Ça n'arrête pas. Et évidemment, quand les entreprises font faillite, derrière, il y a du chômage qui augmente. Donc, c'est ça le l'enjeu. collatéral est énorme. Et donc, bien entendu, ce qui aussi ne colle pas, vous l'avez bien dit, c'est que si on soutient que la consommation, comme il y a la moitié des produits consommés qui sont des produits importés, Voilà. on la perd là aussi en déficit du commerce le serpent extérieur. non monétaire se mord la Voilà, queue. et donc c'est pourquoi il faut avoir une politique d'ensemble. Pas d'où ma thérapie de choc bienveillante, c'est-à-dire il faut pas donner du paracétamol, ça c'est voilà si on a mal à la tête. Mais si effectivement on a une vraie maladie malheureusement comme la France, il faut une vraie thérapie de choc, et c'est ce que malheureusement nos dirigeants n'ont pas le courage de faire, et surtout n'ont pas la volonté. Et moi ce qui m'effraie, c'est quand on voit les magouilles politiciennes à l'Assemblée Ah bah oui, nationale, électoralistes. pour éviter, pour garder sa place, pour éviter la motion de censure, etc. Voilà le cafouillage entre le président et le Premier ministre. Enfin, ça fait pas sérieux. C'est-à-dire que quand on voit tous les dirigeants d'entreprises, les Français qui ont du mal à joindre les deux bouts, hein, les particuliers, les épargnants ils ont du mal à épargner, on leur dit on va vous taxer encore votre épargne, et qu'on voit ces magouilles politiciennes, franchement, ça c'est pas de Marc nature Toiti, à améliorer, je dirais, l'image de nos dirigeants. Donc, on peut encore sauver la France, mais il faut se réveiller maintenant. Sinon, Marc Toiti, merci pour ce témoignage qui nous a éclairé, et vous allez évidemment revenir très bientôt, parce que je pense Avec que plaisir. la série n'est pas terminée, Malheureusement, et qu'on aura besoin de vos lumières Avec plaisir. pour décrypter cette situation. À très bientôt. Bientôt. Sud Radio. Sud Radio. Parlons vrai. Parlons vrai. Pourquoi la MAF? Parce que c'est 100 €. Sud Radio, la France dans tous ses états, les perles du jour. Maude, vous allez nous parler d'un paysan qui a pris une amende, qui a été condamné pour Oui. une sombre histoire de voisinage. Oui, vous avez déjà eu des problèmes de voisinage, Perico, ça arrive à tout oui, le monde. ça arrive. Ah oui, un coup de perceuse le dimanche, une fête trop bruyante en La règle tondeuse, générale. Oui, la aussi. tronçonneuse. Ah, vous connaissez, hein. Enfin, moi, où je suis victime moi-même, mais Ah bah moi, je bravo. dis rien. Eh ben, en règle générale, on discute, on se met d'accord et ça s'arrange. Et bien là, ça ne s'est pas exactement passé comme ça. Dans la Somme, un agriculteur de 58 ans a été attaqué par ses voisins et condamné à une amende de 400
250 € pour, tenez-vous bien, avoir nourri ses bêtes trop tôt. Attaqué en justice, on est d'accord. Attaqué en justice, évidemment. Avec la fourche, oui, bien sûr. Je vous raconte. Au début, tout allait bien. L'agriculteur raconte avoir aidé la famille parisienne à s'intégrer dans son village il y a 20 ans. À l'époque, les enfants venaient jouer à la ferme, voir les vaches à lait. Puis l'éleveur a changé d'activité. Les vaches à lait ont été remplacées par des vaches à viande, ce qui n'a pas semblé leur plaire. C'est à ce moment-là que les relations de bon voisinage se sont crispées, si je comprends bien. Eh oui, au départ, la voisine lui reproche de parler trop fort le matin, puis d'allumer son tracteur trop tôt pour apporter le bétail aux animaux. L'agriculteur aménage ses horaires pour éviter le conflit, mais rien n'y fait. Et c'est au mois d'octobre 2024 que tout bascule. Olivier et ses fils démarrent les machines à 6 heures du matin. La voisine excédée file chez les gendarmes. La plainte est déposée. L'agriculteur est condamné pour tapage injurieux. Son avocat a demandé la relaxe, évidemment. La décision des juges sera connue le mardi 25 novembre prochain. Une affaire sidérante qui a fait bondir les agriculteurs de la FNSEA, venus en nombre pour soutenir leurs collègues à l'audience. Et nous sommes en ligne avec un autre agriculteur, normalement Philippe, qui nous appelle du Lot pour réagir à cette affaire. Philippe, ça vous a sidéré cette histoire ? Oui, bonjour Sud Radio et bonjour Monsieur Péricos. Merci de donner la parole à la France et à la campagne profonde. On est là pour ça. Voilà. Bon, mais tout ça, c'est encore, c'est des gouttes d'eau qui font des bordages, quoi. C'est dommageable d'entendre des choses pareilles, quoi. C'est quelque chose, c'est une catastrophe. Et ce pauvre agriculteur qui fait juste son travail et qui accueille les gens, il faut quand même pas oublier que le monde agricole accueille les gens dans les campagnes. 98%, ça se passe bien. Mais là, on est en train de parler des 1 ou 2% que ça se passe mal, quoi. Voilà. Ouais. Et par contre, moi, je voudrais souligner qu'aujourd'hui, il y a des règles qu'on peut pas empêcher aujourd'hui de travailler les gens, que ce soit un artisan, un commerçant, un agriculteur. Mais cet agriculteur-là, quand ce bâtiment, cette maison s'est vendue, il faut passer chez un notaire et demander un droit de passage, ça s'appelle. Oui. Les gens qui achètent ne pourront pas porter préjudice à l'agriculteur. Alors le droit de passage, je crois qu'il est inaliénable dans la loi française, et ça s'appelle droit de dépendance ou de servitude. Là, ce qui est étonnant, c'est que ces gens-là étaient installés, ils connaissaient l'activité agricole de leurs voisins, ils avaient même établi de bons rapports, des rapports amicaux, les enfants y allaient. Pourquoi tout d'un coup, au bout d'un moment, on ne supporte plus l'activité agricole qu'on a supportée jusque-là? Il y a peut-être une tension personnelle. Le problème, c'est que ces gens viennent de la ville. Ils viennent à la campagne. Quand on vient à la campagne, c'est pour accepter la vie de la campagne, c'est pour s'imprégner de cette ruralité et de comprendre qu'il y a des odeurs, des bruits, mais c'est le paysage sonore, c'est le paysage social. Et tout d'un coup, on décide qu'on a son confort urbain qui doit passer avant et on ne supporte plus rien. C'est ça qui est insupportable. Je ne sais pas si vous êtes d'accord avec moi. Oui, moi je suis tout à fait d'accord, parce que à la campagne, il faut savoir qu'il y a des odeurs, il y a du bruit. L'hiver, il y a du brouillard selon où on se trouve. La Wi-Fi, le réseau, il passe pas toujours. On a une qualité de vie au niveau paysage, mais il y a des inconvénients, et donc il faut s'adapter là où on est et respecter les gens qui nourrissent le monde. C'est les gens qui nourrissent le monde. Ils viennent de bonheur le matin, et c'est ça qu'il faut quand même appuyer. Des gens qui travaillent du lundi au dimanche et qui ont des animaux et qui respectent les animaux, il faut respecter la campagne et la nature et respecter les gens qui travaillent, surtout ça, quoi. Merci beaucoup Philippe, merci de nous avoir appelés pour commenter cette affaire. Et j'ajoute, et vous aviez raison de le dire, c'est vrai que tous les Parisiens, tous les citadins ne sont pas des emmerdeurs et s'adaptent aussi à la campagne dans des villages où ils arrivent, y compris pendant la période sanitaire. On en parlait entre nous, Perico. Voilà, il y a aussi des gens qui se comportent bien. Heureusement, majoritairement. Oui. Mais ceux qui se comportent mal le font souvent pour de très mauvaises raisons. Nicolas Sarkozy a été incarcéré hier, ça ne nous a pas échappé, à la prison de la Santé, dans une cellule de 9 mètres carrés, et les autres détenus lui ont souhaité bien sûr une bienvenue à leur manière. Écoutez. Sarko, il est juste là, quartier isolé. Il est tout seul en cellule, il vient d'arriver mardi 20 octobre 2025. Il va passer une mauvaise détention. Juste à côté, il y a le mitard. En dessous, c'est le mitard. Lui, il est juste au-dessus. La France a... Il y avait une suite. Alors, normalement. Voilà, il hurle, le prisonnier en question hurle et dit on va venger Kadhafi. Non mais la France a peur. Pourquoi la France a peur? Parce que les prisons ne sont plus sûres. La preuve, il faut que le président de la République soit accompagné de des deux officiers de sécurité. Donc on est dans une situation ubuesque. L'ancien président de la République est incarcéré dans une prison avec des gardiens de prison. Il est censé être entre guillemets protégé et il faut qu'il soit quand même escorté par ces deux officiers de sécurité parce qu'il n'est pas en sécurité.
C'est une situation surréaliste. Donc, à cause de l'incarcération de Nicolas Sarkozy, il y a 2 flics qui se retrouvent en tôle parce que, évidemment, ils vont passer la nuit en cellule, c'est la cellule d'à côté. Ça, je veux dire, c'est quand même du jamais vu. Très étonnant quand même que cette disposition. Alors, je crois que le ministre de l'Intérieur a dû demander au ministre de la Justice l'autorisation de faire rentrer, d'installer ces 2 policiers dans la cellule contiguë à celle de l'ancien président de la République, et qu'évidemment les pots ils vont pas passer la durée d'incarcération. Il y a évidemment un roulement entre fonctionnaires, mais il faut protéger le président de la République, donc on le suit pendant sa promenade, voilà, enfin on le surveille. D'abord, ça veut dire quoi? Ça veut dire que les gardiens de prison, le personnel pénitentiaire n'est pas habilité ou n'a pas la compétence. Alors on sait qu'ils sont pas armés, les 2 autres sont armés. Enfin voilà, on découvre une fois de plus un dysfonctionnement. Alors c'est vrai que c'est pas tous les jours qu'un ancien président de la République va en prison, mais là on le flanque quand même de son service de sécurité. Oui, bon bah écoutez, alors il a un peu de lecture et puis il aura quand même ces 2 policiers pour discuter le coup. Alors pour la menace qui lui est faite, on va venger Kadhafi. On n'y comprend pas grand-chose parce que une des raisons pour lesquelles le président de la République est en détention, on peut dire provisoire, puisqu'il y a une exécution immédiate, c'est que il aurait accepté de faire financer sa campagne par des fonds du président, du colonel Kadhafi. Et là, on a le président qui dit on va venger Kadhafi. Ça veut dire que on soupçonnerait Nicolas Sarkozy d'être lié à la mort, à l'assassinat au moment de quand la Libye a vécu sa révolution. Nicolas Sarkozy serait lié à l'assassinat de Mouammar Kadhafi alors qu'il lui a prêté de l'argent. On est largué. Je pense qu'on aura l'occasion de revenir sur cet épisode-là. Enfin bon, écoutez, pour l'instant, on sait que le président de la République est gardé, et comme le garde des Sceaux va venir le voir, j'espère que le garde des Sceaux viendra aussi avec ses policiers, parce que si les prisons sont pas sûres, il n'est pas question qu'on fasse du mal à Gérald Darmanin. Voilà. Sud Radio, la France dans tous ses états. Ne lâchons rien. En partenariat avec les chambres de commerce et d'industrie, les réussites du quotidien. Nous sommes avec Éric Biot, patron de la Maison de la Presse à Garlin. Bonjour. Bonjour Éric Biot. Alors on ne lâche rien, je sais que vous ne lâchez rien. Maison de la Presse, je peux vous dire, j'en vois fermer tout le temps en France parce que les gens ne lisent plus de journaux, la librairie, je ne les compte plus. Et c'était si important dans une bourgade, dans un village, d'avoir une Maison de la Presse. Vous êtes à Garlin, c'est dans le Béarn, je crois, à Garlin. C'est ça, nord-est du Béarn, à la limite des Landes, du Gers et des Hautes-Pyrénées. Il y a l'accent. territoire alimentaire et gastronomique, la garbure et le foie gras. Et pourtant, faut bien vendre des journaux. Alors, vous avez comment fait vous avez survécu ou vous êtes en difficulté? Ou au contraire, vous ne lâchez rien et vous vous battez? Non, je dirais plutôt que je ne lâche rien et que je me bats. Donc, avec une offre de Maison de la Presse classique, La Presse, mais aussi Buraliste, et la librairie qui pèse une part importante aujourd'hui de mon chiffre d'affaires. Comme quoi, on peut apporter une offre culturelle en milieu très rural, puisqu'on est dans une petite commune de 1400 habitants. Alors vous êtes victime de 2 choses, les gens qui lisent moins la presse, avec une multiplication de titres. Vos collègues de Maison de la Presse me disaient on a des mises en place de journaux à mettre sur les étalages, ça n'en finit pas, et que les invendus à renvoyer. Et en librairie, la même chose. Il faut avoir des livres, une période où les gens lisent moins, il faut renvoyer les invendus. C'est galère cette fonction. C'est exact, mais c'est le passage obligé. Si on n'a pas cette offre, les gens ne viennent pas nous voir, donc c'est inévitable. Pour autant, vous restez alors dans un commerce de proximité. Vous êtes en plein bourg ou non à Garlin? Vous êtes au centre du village? Oui. Vous avez de la fréquentation régulière des clients habitués, ou vous sentez aussi que vous êtes un peu victime du système Amazon qui fait qu'on commande ses livres en ligne sur Internet et on ne va plus chez le libraire? Vous avez quand même de la clientèle? J'ai quand même de la clientèle, une bonne clientèle assez fidèle. J'ai une clientèle essentiellement d'habitués. Et puis effectivement, on se heurte quand même à la concurrence, notamment des plateformes de vente en ligne. Ça, c'est une certitude. Qui sont vos clients? C'est des gens du quartier? C'est une certaine génération? C'est plutôt au milieu scolaire? Qui vient vous acheter des livres? Alors, ce sera essentiellement des gens de notre ancien canton, donc c'est un milieu très rural et c'est vraiment un vrai commerce de proximité. Vous avez des salariés? Oui.
J'ai 2 salariés. D'ailleurs, je signale, on parle souvent des problèmes de recrutement, je signale que les 2 sont arrivés en stage de découverte chez moi, oui, et qu'ils ont fait leur apprentissage chez moi. Donc il y a quand même... c'est bien, il y a la relève. Souligner les choses positives, c'est pour souligner les choses positives, voilà. Eh bien, écoutez, ce message est encourageant. Maison de la Presse à Garland. Et on encourage tous les auditeurs de Sud Radio d'aller venir vous voir pour acheter des journaux et des livres pour s'instruire et s'informer correctement. Merci. Merci, Éric Bio. Restez bien avec nous, on est ensemble jusqu'à 14h et dans un petit instant, on parlera du canon français. Ça vous dit peut-être quelque chose? Il y a une polémique en ce moment sur ces banquets organisés un petit peu partout en France. On les accuse d'être déradicalisés, d'extrême droite. Allez, on va dire des choses comme ça. Si ça vous fait bondir, réagissez. Si vous êtes d'accord, réagissez aussi. 0826 300 300. À tout de suite. Le son peut-être pour lancer le sujet. Ça va bien se passer. Ça s'appelle un faux départ, mais ça sent bon la France, les chansons ce sont les jeux du direct, mais oui, les verres qui cognent et la bonne barbaque grillée, ça vous parle ça, Perico? Eh bien, ne vous enthousiasmez pas trop parce que ce que vous entendez là, pour certains, s'apparente carrément au bruit des bottes. On vous explique tout ça avec le cofondateur du Canon français, Géraud de la Tour. Bonjour. Bonjour Géraud de la Tour. Bonjour à tous. Alors le canon français, je rassure nos auditeurs, nous n'allons pas parler d'artillerie. Vous savez que ça me fait penser à cette scène des tontons flingueurs quand ils sont dans la cuisine et il lui dit il avait décimé toute une division de Panzer. Ah bon? Il faisait dans l'artillerie? Non, dans la limonade, soit ce qu'on dit. Donc le canon français, il s'agit bien du verre de vin et de ce rituel. Le canon, donnez-moi un canon. En général, c'est accompagné d'une salaison, d'un peu de pâté ou d'un peu de saucisson. Rassurez-moi, le canon français, c'est pour être heureux et se partager, c'est pas pour faire de l'idéologie. Exactement. Nous, on est juste là pour organiser des fêtes. Donc, c'est des grandes fêtes. Ça fait plus de 4 ans qu'on fait ça. On a rassemblé déjà plus de 80 000 personnes à travers tout le pays. Et donc, ce sont des grands banquets festifs où les gens se retrouvent à la même table, partagent des plats, rigolent, chantent et s'amusent. Voilà. Donc, évidemment, c'est pour donner de la joie, du bonheur aux gens. Nous, c'est notre métier et c'est ce qu'on fait tous les jours. On voit bien les images. Vous êtes avec, alors il y en a qui ont des bérets, c'est à la bonne franquette, c'est un peu le banquet républicain, j'allais vous dire, mais surtout c'est un banquet populaire où on partage dans la convivialité et l'amitié parfois. On partage les bienfaits de cette terre, on partage les produits de la terre, quelques plats classiques de terroir, et puis on déguste les vins de l'endroit, les crus de la région ou autre chose. C'est pour partager, j'allais dire, dans une époque où on est un petit peu dans le stress, arriver à rassembler des gens, non pas pour une manifestation ou une contestation ou pour témoigner d'un malaise, mais de dire voilà, on est heureux d'être ensemble. C'est pas un repas de luxe, hein, c'est pas du caviar avec il peut peut-être y avoir du foie gras, mais enfin c'est pas un repas de luxe, ce sont des choses simples. Et le simple fait de se réunir suscite chez certains observateurs une interprétation comme quoi ça serait un retour à la terre. Elle ne ment pas, ça serait pétiniste, ça serait réactionnaire de se réunir pour boire un coup de rouge et manger du saucisson? Je sais pas, ça, il faut que vous leur demandiez à eux. Oui. Tout simplement, parce que nous, nos événements sont publics, on les partage tous les jours à nos plus de 700 000 followers sur les réseaux sociaux. Et n'importe qui peut venir s'inscrire, donc ils viennent voir et ils verront bien ce que c'est. Et à part nous voir danser sur la Golfa Lolita en tirant au canon à fumer, je pense qu'ils vont être assez déçus s'ils s'imaginent certaines choses. On s'en doute. Comment est née cette initiative, cette très belle initiative, Géraud de la Tour? C'est une histoire de copains à la base, de très bons amis. Nous, on aime faire ça entre amis, se retrouver à table, manger des produits du terroir, de petits producteurs locaux, chanter à table, s'amuser. C'est un peu le repas du dimanche en fait qui traîne un peu en longueur. Et donc, on a décidé d'entreprendre là-dessus. Au début, c'était vraiment une idée de copains. Et ça a pris une ampleur folle. Et donc, on est rentré en plein dedans et on a décidé de faire ça avec des centaines et des centaines de personnes. Et ça a pris, ça fait 3-4 ans qu'on fait ça et ça, il y a eu beaucoup de monde. Comment se passe de faire savoir? D'abord, c'est sur tout le territoire français aujourd'hui ou non? C'est parti d'où au départ? Le premier canon français est parti d'où? De chez nous, en Touraine. Nous, on habite en Touraine, à Tours, dans le 37. Très bien. Donc c'est parti. Il y avait 80 personnes à notre premier événement. En fait, avec le temps, maintenant, on en fait évidemment partout en France. Le week-end dernier, on était à la Paulée de la Côte Chalonnaise en Bourgogne avec 3000 convives. Ce week-end, on est de retour à Tours. Après, il y a la Bretagne. Ensuite, les Vosges. On va vraiment partout. Marseille, le Nord. Le but, c'est vraiment d'aller partout sur le territoire, comme
comme une troupe de cirque en fait qui tourne un peu et voilà. Donc c'est bien l'andouillette, le rillon et la rillette avec un peu de chinon et du vouvray modérément qui est à l'origine de ce qui fut le premier banquet de canon français. Puis ensuite on fait un tour du terroir français avec les spécialités locales. Qui prépare les plats? Qui élabore? Qui fait la cuisine? Alors nous, pour les menus, ce qu'on fait, c'est que sur chaque région où on va aller, on va chercher chez des petits, chez un fromager local, un charcutier local. Donc des producteurs, voilà. Vous allez voir les producteurs. C'est ça, exactement, qui vont nous préparer les plateaux. Et ensuite, nous, après, on a 4 traiteurs. On a divisé la France en 4 qui s'occupent de tout ce qui va être service, cuisson. Mais à chaque fois, on essaye d'aller chercher au plus proche. Donc vraiment la fromagerie, on appelle, on prospecte un peu à droite à gauche. Il y a beaucoup évidemment d'artisans qui nous contactent directement. On a beaucoup d'appels entrants. Mais voilà, à chaque fois, on essaye de faire le plus local possible et de faire travailler voilà des petites boutiques, des petits artisans. On s'inscrit comment? Sur Internet? Il y a un site? Sur Internet, exactement. On a un site Internet ou alors via nos réseaux sociaux. On met tous les liens de nos billetteries et on communique uniquement via nos réseaux sociaux, en fait, en faisant des vidéos de promotion via les événements précédents. Et on annonce les événements, donc n'importe qui peut aller se rendre sur la billetterie et prendre une place. Je pense que ça a un coût. Qu'est-ce que ça coûte de venir partager, de s'asseoir à la table du canon français? Alors ça coûte 80 € par personne parce que dedans vous avez tout compris, donc entrée, plat, fromage, dessert avec de quantités très généreuses, plus toutes les boissons, vous avez rien à dépenser sur place. Et ensuite de ça, nous, il y a une vraie production musicale, donc on a des concerts, on a de la scénographie, il y a beaucoup d'animations. D'accord, il y a aussi une partie culturelle, une partie spectacle, je comprends pour le prix. Exactement. Ça dure combien de temps? C'est la journée complète ou une demi-journée? Non, c'est un déjeuner. Alors, sauf quand on les fait les soirs, mais de manière générale, nous, c'est des déjeuners, ça dure de midi à 17h, donc c'est un déjeuner de 5 heures, on va dire. Voilà. Qui voyez-vous venir? Alors justement, c'est là où on va mettre les pieds dans le plat, c'est le cas de dire. Est-ce que c'est des gens d'un certain niveau social, d'une certaine idéologie? C'est des jeunes, c'est des gens, j'allais dire, c'est des citoyennes et des citoyens français comme les autres qui viennent. Il n'y a pas de préjugés, il me semble. Tout le monde qui vient, nous de toute façon on demande pas aux personnes qui viennent pour qui ils votent, etc. Donc ça je saurais pas vous dire, mais ce qui est certain c'est que il y a de tout. On a beaucoup de Français qui viennent de la ruralité, mais on a aussi des citadins. Au début on avait évidemment beaucoup plus de jeunes parce qu'on communiquait essentiellement via les réseaux sociaux, mais avec le bouche à oreille, les gens ont commencé à amener leurs parents, leurs grands-parents, ils viennent en famille. Donc maintenant on a de tous les âges, ça va de 0 à 80 ans. La fréquence peut être quoi? C'est une fois par mois ou ça dépend de l'endroit où vous réunissez? Ou ça pourrait être plus fréquent si l'idée progressait? En général, nous, là, en fait, chaque année, on fait de plus en plus de monde, en fait, et on est entre 3 et 4 événements par mois. Ça va dépendre, mais... Quand les gens viennent, ils se tiennent bien. Même si on boit un coup de thé à canon, comme c'est le cas de le dire, on goûte des vins, on goûte des plats. Bon, il y a de la bonne humeur, il y a de la chanson. En fin de repas, on est un petit peu plus guilleret qu'au début, mais il n'y a jamais eu de dérive de comportement et il n'y a jamais eu. Vous savez, il peut toujours y avoir quelqu'un qui fait une déclaration, qui fait une saillie avec une connotation politique, idéologique. Alors, Ou vous avez un code là-dessus, justement? On n'en a pas vu. Bon. Nous, à notre connaissance, on n'en a pas vu, en tout cas. Après, on brasse beaucoup de monde. Mais de toute façon, nous, on a une charte de bonne conduite que les participants doivent lire, en fait, avant de s'inscrire. Voilà, c'est ce que je voulais savoir. D'accord. Exactement. Donc, évidemment, tout ce qui va être idéologique, partisan ou autre, c'est interdit parce que c'est la fête. Mais même aussi, il faut bien se tenir, respecter le lieu, respecter les autres, etc. Et nous, on est assez bluffés de voir que ça se passe extrêmement bien. Du coup, d'ailleurs, beaucoup de mairies nous disent que c'est pour ça qu'ils aiment quand on vient. Alors, j'allais vous poser la question, est-ce que les municipalités qui vous reçoivent et vous disent éventuellement ça s'est bien passé? Pour nous, c'est une activité sociale qu'on peut pas mettre en place. Revenez quand vous voulez. Oui, c'est déjà le cas. Par exemple, là, je vous parlais du week-end dernier parce que c'est le plus proche avec la mairie de Chalon-sur-Saône. C'est la 2e année consécutive qu'on vient. L'année dernière, on avait rassemblé 1800 personnes au repas le soir. Le maire nous a dit le week-end dernier, 0 incident. À la sortie dans la ville, etc. Donc là, ils sont ravis. C'est eux qui nous ont rappelé pour qu'on revienne. Et ça, c'est un exemple parmi d'autres. Donc, parce que à côté de ça, nous, on va rassembler évidemment des gens locaux. Mais il y a des gens qui viennent de loin, de Belgique, de Suisse. On a même eu des Espagnols qui sont venus, des Anglais même une fois. Enfin, donc ça va rassembler du monde. Donc évidemment, pour les villes, c'est super sympa parce que ça permet de faire découvrir la ville, de remplir les hôtels, les restaurants, etc. Donc aucun fondement
à retenir sur une dérive, une interprétation politique de ce rassemblement. C'est venu d'où à votre affaire? Est-ce que vous avez été d'ailleurs contacté, interpellé directement par des responsables qui vous ont dit oui, mais ce genre de fête a quand même une couleur politique? Est-ce que le fait que vous auriez pu être, je crois, financé par Pierre-Édouard Stérin a pu semer la confusion, qui en soi n'est absolument pas un problème? Non, parce que c'est ce genre d'attaque. Alors c'est vrai qu'elles sont plus virulentes. Alors Monsieur Pierre-Édouard Stérin, on l'a jamais rencontré. On a en effet traité avec un de ses fonds d'investissement, mais pour des raisons purement entrepreneuriales. Et je crois qu'on est dans un pays libre et de toute façon on peut faire des affaires avec qui on veut. Mais nous, on se faisait déjà attaquer même avant cette histoire sur le principe même de ce qu'on était. Attaqué par qui? Je pense que c'est des gens, on a eu des mauvais articles, on a eu Charlie Hebdo qui a pas été très sympa avec nous, mais sans raison. D'accord. On a eu, mais là c'est comme ce qui s'est passé en Bretagne, c'est souvent des anonymes, donc finalement on ne sait pas ce que c'est, à part que ce sont sûrement des groupes de fascistes qui veulent interdire. De la part de Charlie Hebdo, c'est étonnant, parce qu'eux-mêmes ont été souvent attaqués du côté de leur gauche parce qu'ils n'étaient pas assez ceci ou pas assez cela. Que là, et à part Charlie Hebdo, il y a eu d'autres médias qui vous ont montré du doigt ou d'autres instances? Non, pas vraiment. Enfin, j'ai pas en tête, etc. Mais voilà, on subissait déjà des critiques sur ce qu'on était, avec beaucoup de diffamations, sur ce qui se passait sur nos événements. Alors nous, ce qu'on dit toujours, mais venez, vous allez voir, vous allez vous amuser et vous verrez que tout ce que vous dites est faux, et purement faux. Donc voilà, mais vous savez, nous on a le cuir solide, on est juste là pour donner du bonheur aux gens. Les gens nous soutiennent, nos événements sont pratiquement tous sold out. Là, on a déjà vendu des milliers de places, même jusqu'à mars 2026. Donc finalement, nous on avance, on fait la fête, on rigole et on fait travailler les petits producteurs. Bon, le canon français restera français bien sûr, et ça veut pas dire d'ailleurs vous ayez pas éventuellement un jour une spécialité, vous fassiez de la paella ou du couscous, je suis sûr que ça pourrait tout à fait être faisable. Et le canon français restera républicain, il restera citoyen, ouvert à tous. Voilà, sans discrimination, comme la France a toujours su célébrer ses festins populaires et les instants de table qui font qu'on est fiers et heureux d'être français parce que nous avons des produits agricoles à mettre en valeur et c'est une raison pour laquelle il faut se battre pour ces gens-là. Merci Géraud de la Tour d'avoir témoigné. On aura certainement l'occasion de se retrouver une prochaine fois. À bientôt. Oui, je peux juste oui. Je voulais juste ajouter que le banquet breton qui a donc été annulé suite à cette pression anonyme sera bien maintenu. Parce que nous, c'est pas nous qui avons décidé d'annuler, c'est le propriétaire à qui on louait le lieu parce qu'il subissait des pressions. A priori, il y a des employés qui se faisaient prendre à partie. Nous, on trouve ça extrêmement grave parce que si on laisse des petites minorités anonymes empêcher des gens de travailler, d'entreprendre, surtout à l'époque où on a quand même une économie en berne, nous, il y a beaucoup de gens qui travaillent autour de nos événements. Il y avait des tonnes de nourriture commandée chez des petits producteurs. On parle de très grosses quantités parce qu'on a plus de 2000 convives. Donc c'est très grave. Donc on a décidé, nous, de maintenir l'événement et on a déjà des solutions et on les publiera. On ne lâche rien. C'est un leitmotiv qui est très à la mode en ce moment. Merci Géraud de la Tour. Restez bien avec nous dans un instant. Éric Nolot est notre invité, auteur de La République. C'est lui, paru aux éditions Fayard. Vous voyez à qui fait référence. N'hésitez pas à témoigner. 0826 300 300. À tout de suite. L'actualité est très fournie en ce moment. Il se passe beaucoup de choses. Ça va dans tous les sens. Je crois que les gens, ils nous appellent pour nous dire on voudrait du décryptage, on voudrait comprendre dans le détail tel phénomène politique, tel phénomène économique, pourquoi il y a des crises, pourquoi on en est là. Ce qu'on voudrait, c'est que les auditeurs de Sud Radio nous appellent, on leur donne la parole là pendant 1 heure, on a besoin d'eux, de leur témoignage, qui nous posent toutes les questions, on y répondra et on va reprendre un petit peu les thèmes de la récente actualité. On a un président de la République qui est en prison, on a un agriculteur qui a perdu son procès parce qu'il fait son boulot de paysan à côté de Jean Laville qui ne supporte pas la situation. On a un président de la République, alors en exercice, lui, qui depuis la Slovénie explique non, la réforme des retraites, c'est pas une suspension, c'est un décalage. Et puis on a des prisonniers qui menacent le président de la République est incarcéré de mort. Et puis on a eu le canon français. On a des gens qui se réunissent autour de la table pour boire un coup de rouge, manger du saucisson et ils se font traiter de fachos. Bon, alors nous on est là, on n'est pas là pour aggraver la situation, on est là pour décrypter, on est là pour apaiser. On voudrait vraiment que vous nous appeliez de toute la France. Sud Radio est écouté partout. Alors en YouTube au nord de la Loire, en direct au sud de la Loire, le Béarn, la Provence, l'Occitanie, qu'est-ce que j'allais dire encore? La Gascogne, l'Auvergne, le Gévaudan, enfin tous ces territoires que j'aime et qu'on aime tous. Voilà, on a besoin que nous appeliez pour vous donner notre impression. Là aujourd'hui, le sujet vraiment qui a le plus interpellé les Françaises et les Français, c'était pas de la politique, c'était
pas de l'économie, c'était pas le président de la République en tôle, c'était pas le budget, c'est est-ce que nos musées sont protégés? Les musées, c'est quand même, il y en a dans toute la France. Alors il y a les grands musées célèbres, il y a les stars, voilà, il y a Versailles, il y a le Louvre, qui sont les gloires de la France. Hein. Vous savez, sur le fronton du château de Versailles, quand Louis-Philippe Ier a fait don du château qui symbolisait la monarchie, il en a fait don, il en a fait un bien national. Il était roi des Français. Il a fait graver sur le fronton à toutes les gloires de la France. Voilà. Et Versailles, qui était le symbole de la monarchie absolue, où Louis XIV avait conduit le pays à ce qui va devenir la Révolution, devient l'endroit où tous les Français se retrouvent pour célébrer ensemble les trésors de la France, l'art, l'histoire, et aujourd'hui on apprend que ces endroits-là peuvent être menacés. Alors, il y a des musées partout, moi j'en connais dans toutes les préfectures, il y en a à Troyes, il y en a à Castres. Quand on les découvre, on est émerveillé par les richesses qu'il y a inconnues, des choses mais impensables, où les gens d'ailleurs vont très très peu. Est-ce qu'on peut aujourd'hui s'assurer que eh bien, ces endroits de culte, ces endroits de mémoire, ces endroits de patrimoine sont protégés? Il y a un numéro sacré pour vous qui n'avez pas la parole, vous qui vous sentez quelquefois exclu ou excentré. Le 026 300 300, c'est la voix de la France. 0826 300 300. Vous nous appelez, vous avez la parole, on vous écoute, on vous répond, on discute avec vous. Vous avez le droit de nous engueuler. Vous avez le droit de dire que vous n'êtes pas d'accord. Vous avez le droit de partager notre opinion. Et nous, notre bonheur, parce qu'on fait un boulot difficile de journaliste, c'est de prendre la température de la société française. Et les seuls qui peuvent nous l'apporter, les seuls qui peuvent nous témoigner de ce qui se passe dans ce pays, ce sont vous quand vous nous appelez. Citoyennes et citoyens, vous avez la parole sur Sud Radio. Sud Radio, nous sommes en ligne avec Richard. Bonjour Richard, vous nous appelez d'où Richard? Seine-et-Marne. Ah, mais dans la Brie, du côté de Fontainebleau, du côté de Melun? Du côté de Provins. Du côté de Provins, terre royale, hein, ville magnifique, j'encourage nos auditeurs à aller voir avec les fortifications qui sont restées en l'état à l'intérieur, c'est un véritable, alors voilà une ville musée, on parle des musées en ce moment. Richard, qu'est-ce que vous avez envie de quoi avez-vous envie de parler? Déjà, je voulais vous souhaiter bonne chance dans votre nouvelle aventure. J'en ai bien besoin. Je voulais dire aussi que je suis un grand fan d'Éric Zemmour. Voilà, moi, ce que je voulais dire, c'est que à quand on va arrêter d'avoir peur de l'extrême gauche, de l'humanité, de Libération, de Cohen et ses copains et ses copines, de France Inter, de France Télévisions, qui nous disent ce qu'on doit dire et pas dire, et qu'est-ce qui est bien, alors que c'est une minorité. D'accord. Alors à quand aujourd'hui avec tous les médias qu'on a entre guillemets de droite, hein, d'accord. Il y a je pense que vous êtes un peu plus comme Berkoff de droite, si j'ose m'exprimer ainsi. Je crois aussi on a Europe 1, on a CNews, on a le JDD, on a Valeurs Actuelles, Frontières. Et pourquoi qu'on devrait avoir peur d'aller manifester dans la rue pour protéger nos enfants? Parce qu'on a vu qu'est-ce qui s'est passé hier, je crois, ou avant-hier en Irlande. Et pourquoi qu'on aurait peur? C'est ça que je comprends pas. Alors Richard, d'abord on est républicain, on a tous un bulletin de vote, on s'exprime. Moi je suis d'abord républicain et tous les journalistes de tous les médias ont une sensibilité politique. Le but ici c'est d'ouvrir le dialogue, le débat et de donner de l'information. Je réponds à ce que vous avez dit. Vous avez dit l'extrême gauche. Vous avez parlé de l'humanité, de Libération, de Patrick Cohen. Alors c'est pas l'extrême gauche. Hein. D'ailleurs l'extrême gauche, je serais pas très contente de savoir que l'humanité c'est le Parti communiste. Vous savez qu'ils ont des problèmes avec la France insoumise. Fabien Roussel est un leader indépendant qui n'a pas d'envie de subir la pression de la France insoumise et qui tient un discours assez critique vis-à-vis du discours de Jean-Luc Mélenchon. Il a le courage et pourtant il sait qu'il dépend de ses voix. Libération, c'est une autre tendance, c'est la gauche, c'est tout ce qui reste, Richard, de la gauche social-démocrate, voilà, de cette vision un petit peu rose de l'économie française, cette gauche libérale qui s'est mariée un peu avec l'argent et ils ont fait 1,7. Voilà, j'allais dire l'électorat qui correspond au lectorat de Libération, voilà, dont on se réjouit qu'ils survivent parce qu'ils ont un tout petit tirage. La presse aujourd'hui est malade. Eh bien, ils ont fait 1,7% aux élections. Et puis Patrick Cohen, c'est un journaliste de service public. Il y a eu une polémique avec lui parce que on l'a entendu dans un échange dans un bar, dans un restaurant avec des responsables du Parti socialiste parler de la situation politique. Bon, écoutez, les journalistes ont le droit d'avoir leur opinion. Alors si c'est le service public, c'est plus compliqué. L'important, c'est que les journalistes vous disent d'où ils parlent, ce qu'ils sont, leurs sensibilités. On a le droit d'avoir toutes les opinions. Vous savez, autrefois,
avant la guerre, la presse, il y avait la presse de droite, d'extrême droite, de gauche, les gens s'insultaient, s'invectivaient. Au Parlement, c'était des empoignades, mais épouvantables. Donc l'important, c'est que le débat reste républicain, respectueux, convivial, qu'on partage des opinions, qu'on ne s'insulte pas de dénigrement. Depuis les guerres de religion en France, l'autre est un salaud. Alors que dans d'autres démocraties, il y a les travaillistes, il y a les conservateurs, il y a des alternances, on se succède, on fait des coalitions, on s'entend, un coup on peut être avec la gauche, un coup un peu avec la droite. En France, on a ce climat de guerre civile épouvantable. Je vous dis, on a l'impression que ça vient des guerres de religion. Celui qui pense différemment est dans le camp du mal. Et il y a le camp du bien qui décide qu'il a le seul la parole. Sur Sud Radio, ce n'est pas le cas. Sud Radio, c'est une radio où nous écoutons tout le monde, nous recevons tout le monde, pour peu évidemment que le propos soit correct et pour peu qu'on respecte l'adversaire et que dans la confrontation, ce soit un échange, ce soit un dialogue et non pas une série d'insultes. Voilà ce que je pouvais vous dire. Votre inquiétude est légitime. Alors oui, on va s'émanciper, hein, toutes les manières dans les urnes. Vous voyez bien que les Français savent ce qu'ils veulent et savent ce qu'ils disent. Le grand danger aujourd'hui, Richard, c'est l'abstention, qui est le premier parti de France, parce qu'il y a des citoyennes et des citoyens français qui ne croient plus dans nos institutions, qui ne croient plus dans le discours politique, qui ne vont plus voter. Eh bien, ne plus aller voter, faire de l'abstention, c'est donner plus de pouvoir, aux extrêmes, aux gens qui veulent tout casser, aux gens qui veulent le désordre, aux gens qui veulent déstabiliser la République. Donc, 2 consignes. Écoutez la radio, lisez, échangez et allez voter. Voilà ce qu'on peut vous dire sur Sud Radio. Merci d'être intervenu. Je prends Dominique. Non, oui. Lionel, pardon. Lionel, vous appelez de Grasse. Bonjour à toute l'équipe. Vous habitez depuis combien de temps à Grasse? Ça fait 20 ans. Bon. 25 ans. J'ai grandi, voyez le quartier Saint-Claude en bas, les 4 chemins? Ah oui, très bien. J'ai grandi, la maison s'appelait les Micoucouliers dans les années 60. Vous imaginez que c'était presque un village provençal, on montait dans la vieille ville. La place aux Airs est toujours là ou non? Oui, toujours, oui. Voilà. Toujours, Grasse, pour moi, c'est une ville emblématique. J'ai connu des maires communistes, ils s'appelaient Vassallo, et puis ensuite ça a évolué, et ça reste quand même un territoire, c'est l'ancienne Provence, c'est une sous-préfecture, vous savez qu'autrefois, c'était dans le Var, et c'est devenu les Alpes-Maritimes ensuite, il y a eu un changement de nom territorial. Lionel, de quoi avez-vous envie de nous parler? Le déficit de la France, et en fait, pour rebondir sur les propos du précédent auditeur, de Richard. Pourquoi est-ce qu'on avait peur de l'extrême gauche de Richard? En fait, c'est pas une peur de l'extrême gauche. Moi, je dresse le malheureux constat que la France est en déclin, malheureusement. Moi, j'essaye d'occulter toutes ces batailles politiques et qui n'ont vraiment aucun sens. Vous avez dit que en fait les gens se détournent, des politiques se détournent et ne vont plus voter. Mais ils n'y croient plus. Vous voyez, ouais, ils y croient plus, mais moi j'en suis le premier malheureux parce qu'au final j'ai une société principale qui tourne très bien. J'ai 2 autres boîtes à côté des boîtes immobilières. Je travaille entre 70 et 90 heures semaine depuis que j'ai ma société depuis 7 ans. Donc ça tourne vraiment. Embaucher quelqu'un, honnêtement, aujourd'hui, c'est extrêmement complexe. Les gens ont plus envie de bosser. Le mal de ce pays, c'est que depuis le Covid et depuis les 35, ça a commencé avec les 35 heures, et maintenant avec le Covid qui a vraiment flingué en fait l'énergie de travail des gens, qui pensent plus à finalement profiter de la vie. C'est vrai qu'il y a eu un dégât collatéral. Le télétravail, le quoi qu'il en coûte, ça a peut-être démobilisé le pays. Ouais. Mais les gens ne se rendent pas compte. Mais en fait, c'est vraiment colossal. Les jeunes aujourd'hui qui ont vraiment envie de travailler. Et quand je veux dire travailler, c'est pas bossouiller, quoi. C'est pas être derrière un ordinateur vite fait faire ses 30 heures avec 8 pauses café et puis rentrer chez soi. Vraiment bosser, essayer de produire, essayer d'être plus grand finalement que nos voisins, parce que Mais il y a encore une France, Lionel, il y a encore une France qui travaille et vous en êtes la preuve. Oui, et je pense qu'elle est majoritaire. Ouais, il y a encore une France qui bosse, mais je suis pas persuadé qu'elle est majoritaire, tu vois. Malheureusement, on en arrive à ce que les gens, tu sais, moi j'ai 47 ans. Moi je travaille depuis que j'ai 15 ans. J'ai travaillé pendant toutes mes vacances scolaires jusqu'à mon BTS. Et vraiment l'entièreté des vacances. Pour trouver un job, fallait que
il fallait que je m'y prenne en janvier pour avoir vraiment un job d'été. Aujourd'hui, tu peux t'y prendre le 1er juillet, tu vas taper à n'importe quelle porte, les gens cherchent du monde, plus personne veut se donner du mal. Mais en fait, il faut qu'ils arrivent à comprendre qu'on s'épanouit dans le travail. Lionel, une contrainte. Je comprends. Tu me parles d'un problème de valeur, tu me parles d'un problème de principe. Tout ça, ça s'apprend à l'école. Et si l'école ne fait plus son boulot, eh bien ce que tu dénonces aujourd'hui ne fera que s'aggraver. C'est au niveau de l'école, de l'instruction publique. Ne confondons pas éducation familiale, les familles ont à éduquer. Et comme quelquefois elles ne le font pas, on confie aux profs le soin de faire l'éducation. Il faut de l'instruction, et s'il y a de l'instruction et qu'on met du plomb dans la tête de notre jeunesse avec tous les principes de la République, eh bien je pense que ce que tu dénonces pourra petit à petit se résoudre et qu'on pourra fier d'être français. Voilà. Mais Lionel, merci pour ton témoignage. Tu connais le numéro de téléphone de Sud Radio 026 300 300 et j'espère que dans une prochaine émission, selon les thèmes que l'on abordera, parce que je crois que tu es quelqu'un de très sensible à cette thématique, on pourra compter sur toi pour donner ton avis. Et je te dis à très bientôt. Merci. Vous l'avez compris, Éric Nolot n'est pas des nôtres, mais il reviendra à notre antenne. En revanche, Didier Rickner est avec nous et on le remercie très chaleureusement. Didier Rickner, directeur de la Tribune de l'Art. On l'accueille dans un tout petit instant après cette petite pause. Et puis pour réagir, toujours le 0826 300 300. À tout de suite. Midi 14h, Sud Radio, la France dans tous ses états. Didier Rickner, bonjour. Bonjour. À Sud Radio, on croit en la Providence. Aujourd'hui, elle s'appelle Didier Rickner. Vous passez par là, vous avez vu de la lumière. Exactement. Et en plus, vous traitez d'un sujet essentiel qui est nos musées et la sécurité dans les musées. Vous avez répondu récemment à plusieurs médias et vous connaissez bien le dossier de cette... Est-ce que c'est une anecdote, ce qui s'est passé? C'est pas une anecdote. C'est pas une anecdote. La présidente du Louvre, donc, quand elle a parlé à ses troupes lundi, elle appelle ça un incident. Un incident, c'est une chose sans importance. Voilà, un incident. Très important, au contraire, ce qui s'est passé. C'est un incident. C'est ce que dit le Louvre à propos de ce vol, de ce qui est un drame. C'est tout juste, on n'a pas parlé de points de détail. Alors, oui. J'ai appris que on a la somme, 88 millions d'euros. Ça pourrait être 56 ou 200, vous êtes d'accord? En fait, les barèmes de calcul sont très... On parle d'œuvres inestimables. Alors elles sont totalement estimables parce qu'elles ont été achetées il n'y a pas si longtemps que ça. Sur les 40 dernières années, il y en a 7 sur 8 qui ont été achetées par le Louvre. Donc on pourrait, j'ai pas eu le temps de le faire, on pourrait regarder les prix de vente, etc. Donc oui, ça 88 millions. Mais ce qui est inestimable, c'est l'intérêt artistique. Didier Rickner, il y a la valeur, j'allais dire en joaillerie, la valeur marchande commerciale, estimable. Il y a la valeur historique, ça n'a pas de prix. Je vous demande, là, donnez-moi le prix de la Joconde. Imaginez que la République française veuille pas. J'en discutais avec un ami qui est marchand de dessin, qui est très bon. Il me disait, je lui dis, non mais c'est exagère. Il me disait, ça pourrait valoir plusieurs milliards, parce qu'en fait, c'est comme si... D'euros ou de dollars? D'euros. Oui, papa. Dollars, c'est pareil. Parce que moi, je lui dis, non, ça me paraît quand même excessif. Il y a un tableau de Léonard Vinci, il y a un petit bout de Léonard Vinci qui s'est vendu 500 millions, je crois, et il dit... Si la Joconde se vendait, c'est un tel... Et il y a quand même beaucoup de gens qui ont plus de 100 milliards sur leur compte. S'ils décidaient de l'acheter, pourquoi pas? 5 milliards, ça me paraît quand même beaucoup. De toute façon, la Joconde n'est pas à vendre, je vous rassure. Alors, imaginez qu'un gouvernement, que la France soit aux abois financiers... Non, c'est impossible. Alors, c'est inaliénable, je pense. Voilà, c'est comme le domaine du territoire. Mais imaginez que le Parlement se réunisse, son congrès, et dise, on est ruiné, on va se séparer de ce bien inestimable qu'est la Joconde. Ça aurait quand même une valeur. On pourrait le calculer ou non? On le mettrait en vente et on le vendrait. Donc tout est estimable. Oui, on pourrait l'estimer et puis ça serait vendu à un prix. Est-ce que si on le met aux enchères à Londres ou à Paris, peu importe, est-ce que ça peut monter oui, à tel point que quelqu'un nous l'achète 3300, 400 milliards et on résout le budget et en une minute en vendant la Joconde. Moi je suggère ça, mais enfin bon. C'est impossible. De toute façon, je m'y opposerai. Entendu. Bon, ce qui s'est passé, on va parler très précisément de cette galerie d'Apollon. Oui. J'adore le Louvre, je le connais bien, je montre à mes enfants. On est bien d'accord, c'est l'aile François Ier ou l'aile Henri IV, ce petit couloir? Non, c'est une aile qui a été construite, ça a été construit sous Louis XIV, en fait. Donc c'est encore la partie Louis XIV, voilà. C'est Louis XIV, c'est une aile qui est perpendiculaire à la Seine, qui est décorée par Lebrun, et puis après c'était retravaillé, il y a une peinture de la Croix au milieu. Et c'est en grande partie du 19e également. Parce qu'elle dénote un peu en style de la façade, bien sûr, qui est de Napoléon III ou de Napoléon Ier. Non, alors, je connais bien l'histoire du Louvre, pourtant là j'ai un petit doute sur la façade, mais la façade elle est plus ancienne que cela, elle est du 16e si j'ai bien dit. Alors, il y a une aile Henri IV, une aile François Ier, et cette galerie Apollon, c'est Louis XIV, qu'on comprenne bien. Elle est aménagée sous Louis XIV. Parce que le Louvre, entre le donjon du Moyen-Âge et les Tuileries qui n'existent plus, qui ferment tout, il y a eu 5 ou 6 étapes de construction. Il y a eu du 17e, du 18e, du 16e, la galerie Apollon,
on entend des spécialistes dire c'est quand même une concentration de trésors dans l'histoire de France assez inestimable. Oui. Qu'est-ce qu'il y a en partie? Qu'est-ce qu'ils auraient pu voler d'autre? Ils auraient pu voler le Régent, qui est le plus gros diamant du monde. Il y a le Sancy, il y a le... j'ai pas tous les détails, mais il y a énormément de... Il y a la couronne de Louis XV. Il y a beaucoup d'œuvres. Ils auraient eu le temps, imaginez qu'ils soient venus de nuit, ils auraient eu le temps de faire plus de dégâts que ce qu'ils ont fait là en 7 minutes. Je ne sais pas faire de la perspective criminelle. Je sais pas. Tout ça est dans la même pièce. Ils en ont pris un. En fait, ils se sont fixés un temps record et c'est là où on voit leur habileté. Mais imaginez qu'ils aient eu plus de marge, ils auraient pu se servir, ils auraient pu... Sans doute, enfin, ils ont choisi un moment, au moment où les gens rentraient, donc il y avait un petit peu ça bouge beaucoup au Louvre. Est-ce qu'ils savent seulement ce qu'ils ont choisi qu'aurait Marie-Amélie, la reine je ne sais pas. Est-ce qu'ils savaient? Est-ce qu'ils sont des experts? Voilà ce que je veux dire. Et là, le risque, c'est que ça parte. Alors, on les retrouve pas. Je crois qu'on n'a pas retrouvé d'autres bijoux. Et là, c'est que ça parte en pièces. On défait le collier, l'aventure. C'est un des risques, oui, mais je ne veux pas y croire et y penser. Il faut savoir qu'il y a d'autres. Il y a eu un vol il y a quelques années à Dresde d'objets comparables et on les a retrouvés. Donc les pierres ne sont pas si précieuses que ça, c'est l'ensemble qui est précieux. Les diamants sont petits, le cours du diamant est au plus bas. Certains saphirs, alors il y a des saphirs, le saphir de Ceylan qui sont de très belle qualité. Les autres sont d'un peu moins. Ce qui est important pour les bijoux royaux, c'est qu'on les voit de loin et donc ils prenaient pas forcément les plus belles pierres parce que les plus chères. Donc là, c'est l'œuvre en elle-même, oui, bien sûr. L'œuvre historique, le témoignage du passé, ça accompagne l'histoire de France, et puis évidemment la formation artistique, on voit que ce sont de très belles pièces. J'ai appris, c'est pour ça que je vous disais la somme 88 millions, l'État ne s'assure pas, il s'assure lui-même. Il n'y a pas de compagnie d'assurance. On l'a vu pour Notre-Dame, Notre-Dame n'était pas assurée. Bien sûr. Et c'est l'État qui s'est assuré, mais c'est pas l'État qui a payé, hein. C'est les donateurs. L'État a gagné de l'argent sur l'incendie de Notre-Dame, mais oui, non, l'État ne s'assure pas, c'est son propre assureur. Mais de toute façon, mettons qu'on ait assuré ces bijoux, alors donc on aurait recueilli 80 millions d'euros, mais de toute façon c'est de l'argent qu'on ne peut pas dépenser parce que le jour où on les retrouve, on va pas, ils sont inaliénables, donc on va pas garder l'argent et les bijoux, donc non, mais c'est absurde. Oui, vous voulez dire que ça n'aurait pas de sens que l'État s'assure. Alors si on s'assure quand il y a un voyage, un transfert d'une œuvre d'art, oui, c'est ça. Si on va dans un autre pays étranger par exemple. Mais encore une fois, si on s'assure et qu'on touche l'argent, comme les œuvres d'art des musées français sont inaliénables, si on les retrouve, on doit les récupérer, donc l'argent, on doit le rendre. C'est compliqué. Bon, on a beaucoup discuté parce qu'on aime bien aujourd'hui en France trouver des responsables. Il faut trouver des gens à qui on peut se demander des comptes. Est-ce qu'il y a une responsabilité précise ou c'est un ensemble, un cumul de négligence, d'insouciance, de retard budgétaire, de légèreté quelque part par rapport à ça? Alors le Louvre est un établissement public, qui est relativement indépendant, je dis bien parce que c'est nommé, son président est nommé par le président de la République sur proposition de la ministre de la Culture. Dites-moi ce qu'est un établissement public. Est-ce que Versailles est un établissement public? Oui, Versailles est un établissement public. Un établissement public, c'est un établissement qui a une autonomie, qui a une personnalité morale, je crois d'ailleurs, et qui a une certaine indépendance vis-à-vis, qui a un budget, qui a des ressources de budget, enfin voilà, qui est comme une entreprise. Si c'est dirigé par qui? Par le président de l'établissement public. Qui est nommé par qui? Qui est nommé par le président de la République. En Conseil des ministres. En Conseil des ministres, oui, et sur proposition du ministre de la Culture, normalement. Bon, donc c'est quand même une responsabilité totale de l'État, même si l'organisme en lui-même a une forme d'autonomie. Bien sûr. Voilà. C'est-à-dire qu'il y a quand même une responsabilité forte, je pense, de la présidente du Louvre, parce qu'elle a un budget, elle doit gérer ce budget, et qu'elle n'a pas un budget nul. Elle a un budget qui est déjà conséquent chaque année, et surtout, elle a de l'argent qui est venu du contrat d'Abu Dhabi, vous savez, avec le Louvre Abu Dhabi. Et on va en parler. Le rôle du mécénat est gigantesque dans la sauvegarde du patrimoine culturel. Alors le Louvre Abu Dhabi, c'est pas du mécénat, c'est de la location d'œuvres. Mais je veux dire, il y a des donateurs aussi au Louvre, forcément. Bien sûr, il y a des donateurs, mais enfin là, on parle plutôt d'un budget de fonctionnement, donc on pourra parler des donateurs pour le projet Renaissance du Louvre. Là, vous faites allusion à Abu Dhabi parce qu'il y a une antenne du Louvre à Abu Dhabi. Oui, tout à fait. On loue, Abu Dhabi loue des œuvres et loue le savoir-faire français, mais il loue surtout des œuvres là-bas. Donc elle a un budget, mais elle a dépensé beaucoup. Elle a depuis 4 ans. Et elle a fait des travaux dont certains étaient totalement inutiles, je n'hésite pas à le dire. Par exemple, on a refait le département des antiquités islamiques qui avait été fait il y a moins de 15 ans.
C'était pas nécessaire. Mais comment ça s'explique, ça, ce choix de faire des travaux dans cette partie-là, alors qu'il n'y a pas d'urgence? Je pourrais lui demander, je ne sais pas. Elle décide seule ou elle a un programme quand elle arrive? Non, elle décide théoriquement pas seule. Il y a un conseil d'administration. Mais enfin, quand le président du Louvre veut faire quelque chose, en général, il y arrive. Elle a également fait ce qui est beaucoup plus. Alors là, vraiment, elle a fait. Vous savez, le Canard enchaîné avait sorti l'information. J'avais l'information avant, mais j'avais pas pu la traiter. Je l'ai traitée après. Elle a fait pour presque 500 000 € une salle à manger privée. Donc ils disent que ça servira. Non, c'était vraiment salle à manger privée pour elle, pour son fonctionnement. Pour fonctionnement. Alors oui, je comprends. Non, ça se doute bien. Pour 500 000 €. Pour la réception qu'elle fait au Louvre. Pour la réception, mais beaucoup. Enfin voilà, vous regarderez l'article éventuellement. C'est pas du tout quelque chose dont on avait besoin. Elle a fait des choses plutôt pas mal au pavillon de l'Horloge. J'avais d'ailleurs à l'époque dit que c'était bien de le faire. Elle était revenue sur des choses qu'avait fait son prédécesseur. C'était bien, mais c'était coûteux. Et quand on découvre finalement qu'on n'a pas suffisamment de sécurité, pas suffisamment de caméras de surveillance, je disais à l'époque que c'était bien, sauf que non, la priorité c'était pas ça. Donc voilà, il y a des questions de priorité, il y a de l'argent. Alors elle nous dit maintenant, elle dit que depuis 4 ans elle préparait tout ça. Non, mais on se fiche du monde. On se fiche du monde. Elle avait bien été alertée par les syndicats sur le manque d'effectifs, sur des postes qui auraient été à pourvoir. Le manque d'effectifs, tout le monde peut vous le dire, puisque quand on va au Louvre, la plupart du temps, une grande partie du Louvre est fermée, faute d'effectifs. Puis des fois, on ferme des salles et on vous dit sur les salles, on arrive, le Louvre, pour mieux vous accueillir, fait des travaux. Mais je peux vous dire que dans ces salles, il n'y a pas de travaux. C'est uniquement parce qu'il n'y a pas assez de personnel. Voilà, on n'hésite pas à mentir aux visiteurs en disant qu'il y a des travaux et donc que c'est fermé, alors que c'est fermé parce qu'il n'y a pas de visiteurs. Et quand on pose la question aux gardiens, des fois ils disent bah oui, non, c'est parce que enfin ils ont pas la consigne, ils ont la consigne de dire évidemment c'est des travaux, mais c'est pas des travaux, je peux vous le dire, puisque la salle on y allait la veille et on ira peut-être le lendemain. Et un jour c'est fermé à cause de travaux. Non, il y a pas suffisamment de pas de travaux. Le Louvre fonctionne comment? Il y a des administrateurs par secteur. Par salle, par pièce, vous voyez, l'organisation est comment? Alors l'organisation, il y a des départements, je veux dire. Oui, il y a des départements. Alors il y a 9 départements, peinture, dessin, sculpture, etc. Donc les œuvres sont réparties en départements. Ensuite, après, il y a la présidente du Louvre, il y a l'administrateur qui est le numéro 2, et puis il y a un certain nombre, à mon avis, trop de conseillers. Un peu, il y a un cabinet, enfin moi ça me trouve d'accord. Un cabinet chargé des affaires étrangères, il y a un cabinet chargé des relations avec les musées territoriaux, il y a un conseiller en charge d'écrire les discours de la présidente. Moi j'ai un peu de mal à comprendre tout ça. Un ministère. C'est une espèce de petit ministère. Oui, mais c'est vrai que ces postes-là sont oui, mais je pense qu'il y a peut-être des économies à faire là quand il n'y a pas de gardien à côté. Et il n'y a pas un directeur de la sécurité? Si, bien sûr. Ah bon? Il y a une directrice de la sécurité qui a été recrutée il y a 2 ans. Et qui disait il y a 1 an, alors qu'il y avait eu c'est un peu cruel ce que je veux dire, mais c'est vrai, c'est la vérité, dans une interview au Monde, enfin dans un article du Monde qui parlait d'elle, elle disait il y a eu un vol au musée Cognac-Jet, un petit peu la même chose, ils sont rentrés, on a retrouvé d'ailleurs il y a très peu de temps une grande partie du vol, c'était des tabatières. Elle disait ça peut pas arriver au Louvre, ça c'est pas possible. Elle avait dit ça? Ah ouais. Ah, c'est dur. C'est dur, oui. C'est dur. La Cour des comptes a publié un rapport très tardivement, justement sur l'état de la sécurité, mais l'état tout court en fait du Louvre. Il fallait absolument y mettre un nouveau budget. Alors, Laurence Descartes a pris en compte un peu tardivement ce rapport qui est sorti lui-même tardivement. Elle a remis sa démission à Emmanuel Macron qui l'a refusé. Quel signal est envoyé par ce refus? Et vous, que dites-vous de ce rapport qu'on a eu partiellement, je crois? Alors, en fait, le rapport n'est pas paru, en fait. On est au sein précisément du pré-rapport. Vous savez, il y a un pré-rapport, on doit répondre, etc. Mais on m'a dit, je ne sais pas si c'est vrai, mais c'est probable, après le vol, la Cour des comptes elle-même, alors qui à la Cour des comptes, je sais pas, aurait fait fuiter la partie relative à la sécurité. Donc, en fait, il n'est pas encore paru. Il paraîtra normalement début novembre. Il devait paraître et il a été retardé. Non, moi toujours dit. Alors, c'est ce qu'on lit dans certains papiers. J'ai été interrogé par la Cour des comptes sur. Ils reçoivent beaucoup de monde, donc j'ai été interrogé. C'était toujours prévu pour la fin de l'année normalement. Ah d'accord, ok. Et donc ça a été en revanche là. Maintenant, c'est en début novembre. Je ne le connais pas. Malheureusement, je n'ai pas lu le rapport. J'ai pas eu les fuites. Mais on a vu en revanche ce qu'il disait sur la sécurité. Alors sur sa démission, excusez-moi, mais ça me fait rire. En 1911, quand le directeur des musées nationaux, qui était directeur du Louvre, au moment du vol de la Joconde, a été volé, il a démissionné et puis il est parti. Là, elle ne reconnaît aucune faute, je peux vous dire, aucune faute. Donc, elle aurait donné sa démission au président de la République qui l'a refusé. Moi, je crois que c'est un, voilà. Ils sont complètement derrière elle, aussi bien la ministre de la Culture que le président de la République, alors qu'il y a, dans n'importe quelle démocratie normale, elle ne serait plus présidente du Louvre. Mais on n'est pas dans une démocratie normale, manifestement. Je peux vous dire que le directeur du Prado ou du British Museum, il arrive ça, et d'ailleurs, il démissionne de lui-même et refuse de demander qu'on sauve sa tête. Au British Museum, récemment, on a découvert des vols dans les collections, le directeur est parti.
Alors, Didier Rickner, est-ce que la solution, à un moment donné, vous allez être horrifié par ce que je vais vous suggérer, est-ce qu'il y a certaines œuvres certaines pièces dont on pourrait faire une copie? Non, alors, certains vous disent, voulez qu'on voit l'original? Certains disent, et même quelques amis qui aiment les œuvres disent, oui, un musée, c'est pour les originaux. Oui. Sinon, ça n'a pas de sens. Alors, soit on ne dit pas, c'est un mensonge. Soit on ne le dit pas, c'est un mensonge. Soit on le dit, pour moi, ça n'a plus d'intérêt. On va voir des œuvres. Alors, il y a des de la Joconde, il y a des musées qui montrent des copies. Versailles montre des copies. Ils le disent pas suffisamment, d'ailleurs, à mon sens. Ils montrent, par exemple, genre la Galerie des Batailles, tout ça, c'est des non, les Galeries des Batailles, ce sont des œuvres originales. Mais la Galerie des Glaces, vous avez les girandoles, qui sont, il y en a 2 d'originales et tous les autres sont des copies et c'est pas suffisamment dit. Et pour moi, c'est quand on fait si vous voulez, quand on a une pièce décorée avec des boiseries et qu'il y a une partie des boiseries qui manque, on peut restaurer, c'est la restauration. Mais faire un meuble, là, ils sont en train de faire un meuble, le lit de, je ne sais plus qui d'ailleurs, un des meubles qui était fait au départ, le sculpteur, c'était celui qui avait fait les faux meubles de Versailles, et qui travaillait lui-même pour Versailles pour faire un faux meuble, mais un faux meuble officiel. Eh bien, moi, je comprends pas qu'on fasse des meubles comme ça, qui sont faux et qu'on les montre au public. Non, pour moi, un musée doit montrer des originaux. C'est ce qui attire évidemment la curiosité des visiteurs, c'est d'avoir la sensation de voir les œuvres originales. Vous êtes allé vous aussi, je suppose, à Chantilly, voir les Traits Rigeurs du Duc de Berry. Oui. Quelle merveille. Oui. Rien de plus facile à copier. Et l'émotion, c'était d'avoir les gravures des Ferlimbourg dans leur version originale. Oui, de voir les originaux. Alors, il paraît, alors ça j'ai appris ça très récemment, je ne sais pas si c'est toujours le cas, mais qu'à un moment donné, quand on présentait le livre fermé, c'était un facsimilé. Voilà, mais ça je veux bien. On a vu là, d'ailleurs, c'est fermé, c'est pas très grave. Fermé, mais quand on voit les œuvres elles-mêmes, il faut voir les originaux, bien sûr. Et quand on les voit, d'abord, elles sont de plus petite taille. On pensait que c'était énorme. Ce sont des pages. Oui, ce sont des enluminures, donc ce sont des pages. Voilà, avec une précision. Mais le fait de voir l'original, ça vous fait. Voilà. Mais si vous voyez une copie, ça n'a pas de sens. On parle d'histoire de l'art, on parle d'art, et on doit voir les originaux. C'est comme ça qu'on se forme l'œil. En plus, que si on voit une copie. Alors, on peut dire que c'est une copie. Il y a par exemple au musée des Monuments Français et dans la chapelle de l'École des Beaux-Arts des plâtres d'après les originaux de sculptures de Michel-Ange. Très bien, mais ça a été fait au 19e siècle. Ça devient des fois ça devient des originaux parce que les autres œuvres sont détruites ou sont abîmées. Mais il est clair qu'on peut le faire, mais il faut savoir de ce qu'on regarde. Oui. Oui, c'est une facilité dans ces cas-là. Et le musée des Monuments Français est un musée de copies. Donc très bien, on le sait. Au Victoria and Albert Museum, vous avez les œuvres, et puis vous avez toute une section qui sont comme le musée mais c'est une section à part, et ça permet de me présenter des sculptures et des architectures qu'on n'a pas sur place. Donc là, c'est bien. Mais en règle, à 95%, dans les musées, vous avez des originaux, il faut rester comme ça. Il y a quand même des œuvres, j'allais dire, dont la copie ne pose... La Victoire de Samothrace, ça serait une copie, c'est tellement énorme, ça ne poserait pas de problème, ou si, même à cette échelle-là, c'est important. Non, mais, par exemple, vous avez des copies dans Paris, vous avez les chauds de Marly, sur la place de la Concorde, ce sont des copies, parce qu'autrement, ils s'abîment. Ce sont des copies, bien sûr. Bien sûr, oui. Les originaux sont rentrés au Louvre. Donc, quand les œuvres s'abîment, par exemple, à l'extérieur, et qu'on peut pas les laisser à la pollution, dans le parc de Versailles, ça, je suis d'accord avec ça, il faut faire des copies et puis on rentre les originaux. Des fois, on n'a pas le choix. Oui, mais là, c'est un risque d'usure par les intempéries, bien sûr. Voilà, c'est l'usure par les intempéries. Là, on n'a pas le choix. Donc voilà. Mais là, on peut protéger. Normalement, on doit pouvoir protéger des voleurs. Et dans un musée, on doit montrer les originaux. Didier Rickner, on se retrouve dans quelques instants. On poursuivra notre visite dans les musées de France pour savoir comment préserver ce patrimoine. À tout de suite. Merci. Tous ces états. Didier Rickner, vous n'imaginez pas le bonheur que j'ai de vous avoir, parce que je connais votre revue La Tribune de l'Art, et vous êtes l'homme qui tombe à pic, puisque on a une qualité très forte sur ce patrimoine des musées. Moi, je suis un journaliste de terroir, j'aime les paysages, j'aime les préfectures et les sous-préfectures, et j'ai découvert au fur et à mesure de mes pèlerinages gastronomiques qu'il y avait un patrimoine de musées formidable en France. J'ai cité tout à l'heure Troyes ou Castres. Est-ce que dans chaque préfecture, on peut trouver un musée de beaux-arts à des échelons différents, mais où il y a des choses très belles à voir? Alors, parfois même pas dans des sous-préfectures, parfois dans des villes qui ne sont ni préfectures ni sous-préfectures. Oui, vous avez beaucoup de musées en France, beaucoup. Vous avez beaucoup de musées de beaux-arts, et puis des fois des musées un peu mixtes, mais oui, il y en a beaucoup, et avec des œuvres magnifiques. Alors, on va dire qu'à Antibes, il y a le musée Picasso, par exemple, qui est une célébrité. Celui de Troyes m'avait beaucoup marqué, parce que Troyes, on se dit, c'est une préfecture de l'Aube, un peu excentrée comme ça. Oui, alors le musée de Troyes, par exemple, c'est intéressant. Les églises de Troyes, par exemple, sont ouvertes beaucoup parce qu'on met des gardiens dedans. Donc ça, c'est bien de la part de la municipalité. C'est vrai qu'il y a les églises. Le problème du musée de Troyes, c'est que, alors ça a l'air de bouger un petit peu. Il y a des projets, mais par exemple, toute la partie 19e siècle était en réserve. Il y avait que la partie ancienne. Donc l'important dans ces musées, il faut aussi montrer les collections.
Et ça dépend il y a des endroits où, à Orléans, par exemple, on montre un maximum de collections, c'est très actif, il y a des expositions. À Rennes, il y a un conservateur formidable il y a des expositions, il y a des acquisitions. À Roubaix, alors le conservateur est parti maintenant, mais j'espère que ça va continuer. À Roubaix, il y avait un musée. Roubaix, qui est une des villes les plus pauvres de France. Bien sûr, bien sûr. Eh bien, on dit toujours, on n'a pas l'argent. À Roubaix, ils ont fait jusqu'à présent des choses extraordinaires. Le musée de la piscine, vous savez, à Roubaix. Montpellier, donc le conservateur a également changé, mais c'est une ville qui est très active sur les acquisitions, les expositions. Donc il y a beaucoup mais il y a certains musées qui sont plus actifs que d'autres. Je suppose qu'il doit y avoir en France des échelons de responsabilité territoriaux. Donc il y a des musées nationaux, bien sûr, c'est l'État qui les gère. Il y a des musées départementaux et des musées communaux, municipaux. Voilà. Alors en province, il y a surtout, et je dis province, pour moi c'est un très beau terme. Mais évidemment. Il y a beaucoup de gens. Mais on dit province, les régions ou les territoires. Non, ici on dit province, on l'assume, on est très fiers. Vive la province. Donc les musées de province sont pour la plupart des musées municipaux. Certains sont départementaux, il y en a quelques-uns quand même. Bien sûr. Il y a des musées qui ont un statut différent. À Chantilly, par exemple, c'est l'institut. Voilà. Donc mais c'est beaucoup les musées municipaux. L'Institut de France, je précise, présidé par Xavier Darcos. Donc voilà. Mais c'est vrai que c'est assez, c'est surtout les Chantilly, c'est monumental. Chantilly, c'est un des plus beaux musées. J'ose même pas dire un petit Versailles. C'est un grand musée français. C'est un petit Versailles, mais c'est aussi, par exemple, l'excellent de la Wallace Collection à Londres, ou de choses. Enfin, c'est un musée Condé avec Mathieu Deldic, qui est un musée Condé avec Mathieu Deldic, effectivement, qui est quelqu'un de formidable. Donc non, il y a un musée très actif avec de plus en plus de visiteurs. Donc voilà un musée qui est un musée qui dépend de l'Institut. Alors est-ce qu'il y a aussi des musées, j'allais dire, en oubli, en déperdition? Malheureusement, il y a des musées fermés ou des musées dont on ne sait pas quand ils vont rouvrir. Alors il y a un musée récemment qui vient de fermer. Et alors sous prétexte que c'est un musée c'est le musée de Brest qui est dans à Brest. Oui, à Brest. Musée des Beaux-Arts à Brest. Il y a un très beau musée des Beaux-Arts à Brest dont une partie des collections a été refaite, faite parce qu'il y a eu des destructions pendant la guerre et a été rachetée après la guerre avec les dommages de guerre. Bien sûr. Et malheureusement, ce musée, le maire s'en fiche complètement. Il est ravi de fermer son musée. C'est un musée qui est dans un bâtiment qui n'est pas aux normes, ça c'est clair. Et alors on nous a dit récemment. Il ferme, il y avait des moisissures, donc ok, très bien, et ça se règle. C'est la deuxième fois d'ailleurs qu'il y a ça. Mais en fait, il y a des conditions climatiques. Et on nous dit, c'est la faute du réchauffement climatique. C'est absurde. C'est absurde. C'est la faute du bâtiment, et c'est la faute de la mairie qui ne fait pas ce qu'il faut. Alors là, elle vient de fermer. Alors maintenant, il nous dit qu'il rouvrira le musée dans 2035 ou quelque chose comme ça. Enfin, j'ai pas eu le temps de m'attacher à j'ai pas beaucoup étudié sur je voudrais faire un article dessus. Mais il y a beaucoup de musées fermés, malheureusement, en France. Beaucoup trop. Je pensais François Cuyandre, maire de Brest, plus soucieux de son patrimoine artistique et culturel. Pour ce que je ne le connais pas. Parce que la culture, c'est une valeur de gauche aussi. Je suis désolé, c'est pas réservé. Je ne savais même pas que le maire de Brest était de gauche, vous voyez. Mais voilà, non, c'est bien sûr, c'est le meilleur ministre de la culture pour le patrimoine, c'était Jack Lang quand même, soyons clairs. Très décrié, mais vous dites que là-dessus, il a fait un boulot formidable. Décrier sur plein de choses, oui. mais sur le patrimoine, il a augmenté la protection du patrimoine comme jamais. Il y avait de l'argent à l'époque, donc oui, c'est clair. Donc moi, je fais pas de politique à gauche, à droite, je tape partout où je dis du bien de tout le monde. Bon, voilà. Il y a un ministère de la Culture en France qui est très important, dont André Malraux, le premier, fut la figure emblématique. Est-ce que la France consacre quand même beaucoup de fonds publics à son patrimoine de musée, ou quand même, ou à votre avis pas assez? Pas suffisamment. Prenons un exemple. Sur les acquisitions des musées, c'est important. En 2011, François Hollande il y avait 20 millions d'euros par an pour acheter des œuvres un peu importantes, pour aider les musées partout, de province aussi. De province d'ailleurs surtout. 20 millions d'euros. En 2011, paf, on divise par 2. 10 millions d'euros. Et depuis, tous les ans, c'est 10 millions d'euros. C'est-à-dire que ça n'a même pas été augmenté de l'inflation. C'est-à-dire qu'on a perdu, depuis 2011, on a dû perdre 150 millions d'euros au moins. Et c'est cet argent, on aurait pu le prendre pour acquérir des trésors nationaux qui s'en vont. Donc, il y a un problème de pas assez d'argent. Il y a des solutions pour trouver de l'argent pour les musées, pour le patrimoine en général. Je le dis souvent et je profite toujours d'un micro pour le dire. Donc, si vous me permettez, allez-y. Beaucoup pour le patrimoine, mais ça pourrait servir aussi aux musées. Et ça rapporterait quasiment 1 milliard d'euros par an. On vous écoute. Alors, première solution, sur toutes les mises de la Française des Jeux, vous avez 1,8% pour le sport. Je ne dis pas qu'il faut leur enlever, mais si on mettait sur toutes les mises de la Française des Jeux 1,8%
pour le patrimoine. Sur le loto, par exemple. Voilà. Sur toutes les mises, le loto et tous les jeux, etc. 1,8%. Pour que les gens comprennent que le Français des Jeux, c'est le loto. Ça ne serait pas gagné sur ce que gagne la Française des Jeux, elle ne voudrait pas. Sur ce que gagne l'État, évidemment, il ne voudrait pas, on n'a pas d'argent. Mais sur les gros lots redistribués, il y aura toujours des gros lots. Ça serait la marge, vous voyez, où il y aura peut-être un jour où vous aurez un gros lot à 15 millions au lieu de 20 millions. Mais enfin, on a entendu des sommes fabuleuses dernièrement. Donc vous auriez toujours des gros lots, personne ne s'en apercevrait. Et vous rajoutez à ça la taxe de séjour est plus faible en France qu'ailleurs. Vous rajoutez 1 euro sur une nuitée. C'est-à-dire que quelqu'un qui va en vacances en France, souvent pour visiter les monuments, pendant 2 semaines, c'est 15 euros en plus sur tout son voyage. Voilà, c'est-à-dire rien. Donc ça, c'est une micro-taxe. Plus ça ferait les deux ensemble, ça fera pratiquement 1 milliard d'euros en plus par an. Vous imaginez ce que ça donnerait? 1 milliard d'euros. Pratiquement 800 millions, entre 800 millions et 1 milliard. Là, vous nous annoncez que s'il y avait cette disposition, cette mise en place, deux dispositions, tout à fait. Taxe locale. 800 millions, disons, parce que 1 milliard, c'est peut-être pour arrondir. 800 millions. C'est énorme, vous vous rendez compte? Pour un musée. Mais pour le patrimoine français. Le patrimoine, il touche à peu près, alors ça a été augmenté ces dernières années, mais on doit être à 450 millions d'euros par an de l'État. Donc vous imaginez? 800 millions vous en plus. êtes en train de m'expliquer, on n'a pas de problème d'argent. Didier Rickner, vous êtes en train de m'expliquer que si on avait pris cette mesure qui n'est pas très compliquée à mettre en place, peut-être que les bijoux qui ont été volés, on aurait eu du personnel en plus au Je suis pas sûr parce qu'on avait l'argent encore une fois au Louvre. On avait l'argent, c'est presque une question de choix. Votre témoignage est accablant quand même. C'est la vérité, ce sont les faits que vous racontez. Je suis désolé, oui. Alors, il y a quand même un autre aspect, et heureusement on s'en réjouit. J'y faisais allusion tout à l'heure parce que vous parliez d'Abu Dhabi. En fait, Abu Dhabi, c'est une succursale de livres, mais on sait que les Émirats ont aussi été généreux souvent avec le patrimoine français. C'est le mécénat. Et à Versailles... Alors, le mécénat est très important. Très important. Abu Dhabi, encore une fois, je répète, ça n'est pas du mécénat. Ça n'est pas du mécénat. C'est un échange de matériel, de location d'œuvres, etc. Le nom de Louvre. On leur facture cher, peut-être un peu plus. On facture cher, oui, bien sûr. Mais voilà. Ils sont très contents d'avoir. Mais il y a du mécénat en France, oui, bien sûr. Et puis, il y a des dispositifs très intéressants pour le mécénat. Avec des fois il faut se méfier un peu aussi parce que il faut savoir que par exemple il y a autre chose qui est scandaleux pour le patrimoine français. Vous avez des promoteurs qui prennent des châteaux qui sont en partie monuments historiques, qui les découpent en appartements, donc qui bousillent l'intérieur et qui peuvent déduire fiscalement. On cherche des niches fiscales. Celle-ci devrait être l'association Cités Monuments se bat pour ça et moi aussi. Il faudrait. Je ne comprends pas pourquoi. Vous voulez dire que l'abattement qui est accordé justement pour les monuments, pour la restauration, en fait, sert à même détruire. Si on en fait quelque chose de commercial, on a droit à cette. Bien sûr, parce qu'ils considèrent que c'est de la restauration de monuments. Pas du tout. On détruit Avant, il y avait il devait avoir pour faire cela, il devait avoir l'agrément du ministère de la Culture. C'est possible dans certains monuments, par exemple des abbayes où on peut transformer ça en appartement, pourquoi pas. Mais il fallait un agrément. L'agrément a disparu. Donc non, dès qu'un château est classé, on peut l'acheter. Et puis après on le découpe en appartement, mais c'est complètement dingue. Et avec des déductions fiscales. Alors je pousse un petit peu plus loin ma question et on va mettre le pied dans la question budgétaire. Si on taxait les œuvres d'art en France, je pense que ça serait très compliqué. Ça serait une catastrophe. Une catastrophe. Alors qu'est-ce que vous en pensez? Moi je me suis battu sur la taxe contre l'impôt sur la fortune. Heureusement on n'en parle plus trop là. Pour les œuvres d'art. On décide demain de taxer. Les œuvres partent, les donateurs ne donnent plus parce qu'il faut savoir que les musées sont essentiellement faits de donateurs qui ont collectionné. Donc taxer les œuvres d'art sur la fortune, j'ai beaucoup écrit sur ce sujet, ça serait une catastrophe. Non, faut surtout pas faire ça. C'est la plus mauvaise idée. Vous vous souvenez de la polémique, comme c'était Fabius qui était ministre et que sa famille avait une antiquité, on a dit ouais, c'est pour protéger. Alors, je peux vous dire ce qui s'est passé à l'époque. Fabius justement n'est pas intervenu à l'époque parce qu'il voulait pas être accusé. Bien sûr. Ce sont les communistes qui sont souvent très protecteurs du patrimoine. C'est Jacques Ralix notamment, bien sûr, qui est intervenu contre la taxation, qui a dit à Mitterrand c'est pas possible de faire ça. Et c'est pour ça que ça n'a pas été fait. Donc c'est pas on a aussi des gens de gauche qui sont très responsables. J'ai une petite question, Didier Rickner. Est-ce que vous avez le sentiment, avec ce qui s'est passé au musée du Louvre, avec ce que l'on sait de l'état dans lequel se trouve la Tour Eiffel, on a eu un rapport récent sur l'état de la Tour Eiffel, sur la mise en péril de la tapisserie de Bayeux, il me semble que vous étiez... Au premier. Et voilà, absolument, que l'État abandonne son patrimoine et son art. Alors, la Tour Eiffel, c'est la ville de Paris. Hein. Oui. Alors, que la ville de Paris abandonne son patrimoine, il suffit de se balader dans les rues pour le voir. Je parle aussi beaucoup de cela, même si elle a fait un effort sur les décors d'église. Il faut reconnaître jamais que de la ferraille, je vous dis ça en provoquant. Voilà. Mais l'État ne fait pas suffisamment, et tout n'est pas dans l'argent. Alors l'argent, je vous ai dit comment on pourrait le faire. Bien sûr, c'est très clair. On ne le fait pas. Ouais. Et il y a aussi la protection du patrimoine. Or, je disais que Jack Lang avait augmenté la protection du patrimoine en créant par exemple pas des secteurs sauvegardés, il avait fait des sous-secteurs sauvegardés, mais pour des choses un peu moins importantes. Mais c'était un plus. Depuis qu'Emmanuel Macron est là,
Alors, c'est vrai que François Hollande et Nicolas Sarkozy en avaient rêvé, et Emmanuel Macron l'a fait. On diminue le pouvoir des architectes des bâtiments de France, et on diminue la loi sur le patrimoine. Par exemple, maintenant, on a fait la loi Elan, c'était il y a quelques années. Maintenant, dans un secteur sauvegardé, si on dit qu'un bâtiment est en péril, on peut le détruire, alors que l'architecte des bâtiments de France dira non. Et qu'est-ce qu'on fait pour dire que le bâtiment est en péril? On demande à un copain qui signe que c'est en péril, et donc on a détruit des choses. Non, il y a vraiment, sous Emmanuel Macron, ça je tiens à le dire, c'est un ennemi du patrimoine, Emmanuel Macron. Ah oui, carrément. Il a laissé se développer les éoliennes d'une manière effroyable. Or, les éoliennes, c'est prouvé, mais tout le monde le sait. C'est inefficace, ça détruit le patrimoine et ça détruit l'écologie. En plus, ça tue les oiseaux, ça met des tonnes de béton. Ça coûte, on cherche des économies, mais on subventionne cela alors qu'en France on a l'énergie la plus décarbonée. C'est dramatique. Il n'avait pas besoin de ça. On va se séparer bientôt, Didier Richner. Merci d'avoir été là. Juste un mot, donnez-nous une suggestion d'un beau musée un peu inconnu, vous connaissez, en province, où vous recommandez aux auditeurs de Sud Radio d'aller faire un tour. Le musée de Semur en Auxois, si je ne me trompe pas. Magnifique, ville fortifiée. Semur en Auxois, où il y a un musée qui est dans son jus du 19e siècle, avec des tableaux un peu partout, avec des sculptures. Et c'est un très beau musée, très peu connu, et je vous le conseille la visite. Et en plus, on peut déguster du persil et du Morvan, puisqu'on est près du Morvan. Et un fromage aussi très bon juste à côté. Les poisses. Mais vous ne pensez qu'à manger. De les poisses. Vous voyez, culture et gastronomie, grâce à vous, Didier Richner, on a passé un instant merveilleux à la gloire de la France. Merci d'être venu. Merci. Et on vous rappellera, parce que je pense que l'actualité n'est pas terminée sur notre patrimoine culturel. À très bientôt. Pour réécouter cette émission, rendez-vous sur nos plateformes YouTube, Spotify, Deezer et le site internet sudradio.fr. Merci à tous et à demain, Perico. Voilà, et on retrouve maintenant Madame Lahaye, qui est notre trésor national.